Mais oui, mais bonjour. Mais oui, mais bonjour. Il y en a déjà quelques-uns qui sont connectés. Incroyable. 8h30. C'est forcément du matin, 8h30. Ça existe 8h30 de l'après-midi. Ah, peut-être bien. Storage d'or d'habitude. 8h30 du matin. Quoique là, il est et31. J'ai déjà 1 minute de retard. Incroyable. Mais bonjour. Mais bien sûr. On va s'y jeter là. On va s'y jeter tout de suite, de toute façon, trêve de floriture. Ah là là, le compteur qui va faire dodo. On va aller chercher. Mais oui, mais le voilà. Aïe, 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 le 8, oulala, des opérateurs binaires. Donc là, c'est pas la plus grande partie de plaisir, ça. C'est peut-être le chapitre le plus technique de l'année. C'est celui qui, voilà, il va y avoir il y a un peu de mathématiques quelque part. Je veux dire,
faut savoir faire des divisions par 2, récolter les restes, enfin décomposer en base 2, c'est pas toujours très agréable. Et là en plus, on va faire des opérations qui sont parfois un peu succies sur ces données binaires. Bon. Ok, donc on va vraiment commencer très calmement, vraiment la représentation classique des nombres en base 2. Donc là, typiquement, quand on va être sur le langage C, on va dire qu'on est en train de faire ça avec un unsigned char, donc de manière très classique. Ici, j'ai 8 bits, donc 8 bits, c'est typiquement un char, hein, size of 1. Donc j'ai 8 bits. Et je veux donc faire une correspondance entre les données binaires sur 8 bits, sur un octet, et les nombres qui vont être compris ici entre 0 et 255 inclus. Ah, parce que je me rends compte que si je mets tout à 0, je vais faire 0 plus 0 plus 0 plus 0, etc. Ça fera 0. Si je mets tous les bits à 1, je vais faire la somme de toutes les puissances de 2, et ça va faire la puissance de 2 suivante, 256 moins 1. Voilà, hein, la suivante ici, ce serait 256. Incroyable. Donc ici, voilà, on a un octet qui est 0, 1, 1, 1, 0, pardon, 0, 1, 0, 0. Donc on va avoir tendance à le lire dans ce sens-là. Entre guillemets, je l'ai écrit, là c'est une représentation humaine, hein, parce qu'à l'intérieur des circuits imprimés, est-ce que c'est de gauche à droite ou de droite à gauche, on n'en sait rien, l'ordinateur se débrouille. Là, quand j'en fais un dessin comme ça sur un slide, je décide de lire de gauche à droite, et donc de commencer par les grosses puissances de 2, et de terminer par 1 à la fin. Donc ici, 0 fois 2 exposant 7, c'est 0 fois 128. Il y a un 1 sur le 64, donc on va emporter le 64, le 32. Le dernier 1, c'est sur 4. Donc je fais 64 et 32, ça fait combien ça? 96, c'est vrai ce mensonge? 96 plus 4, ça fait 100, oui. Ah, bon, bah, ça va, c'est histoire de se réveiller calmement. On va pas faire un truc trop dur, faut que ça se mette en route. Alors, première puissance de 2 à connaître par cœur. Alors, j'ai envie de vous dire si c'est pas encore le cas. Alors, ça veut dire quoi, les premières à connaître par cœur? Voilà, le fameux théorème 2 exposant 10 est égal à 1000, plus epsilon égale 24. Très important ce théorème. Donc en fait ce qu'il faut c'est tilter quand vous voyez une puissance de 2. Si vous voyez par exemple dans un code source, si vous voyez DSDefine 4097, 4097 comme par hasard c'est 4096 plus 1. Voilà, c'est des choses comme ça qui peuvent arriver, quoi. C'est-à-dire qu'entre guillemets, je veux dire, moi je vous avouerai que oui, jusque-là ça va. 2 exposants 14 et 2 exposants 15, je vais pas vous les cracher. Celles-ci, elles sont pas hard-codées dans mon cerveau. Après, en regardant le nombre, je vais peut-être pouvoir intuiter, tiens, ça serait pas 8192 x 2, mais je veux dire, celles-ci, elles sont pas hard-codées directement dans mon cerveau. Les premières, jusqu'à 8192 inclus, elles sont hard-codées. C'est-à-dire, je les ai suffisamment vues à droite, à gauche, de style celui-là, c'est justement la taille d'un buffer cache sous Unix. Hein. Le buffer de stdin et stdout, c'est 8192. Voilà, donc c'est un nombre important quelque part. Voilà, donc au fur et à mesure qu'on les croise, on s'habitue. C'est surtout ce qui est important, c'est quand on va relire du code source, quand on va relire des choses, il faut qu'on tilte à on choisit jamais une constante par hasard. Et très souvent les puissances de 2, c'est des constantes qu'on aime bien choisir, quoi. Voilà. Donc à connaître un petit peu, quoi. Il faut tilter. Donc un peu de vocabulaire, hein. Donc là ça commence très calmement, j'ai envie de dire. Un peu de vocabulaire. Donc on va dire que le poids fort, il est à gauche. Donc là c'est le monde du poids fort, là c'est le monde du poids faible. Voilà. Donc le poids fort, 2 exposant 7, 128. Dans un char, c'est le bit de poids fort. Ensuite, 64, 32, 16, etc. Le poids faible, c'est 1, 2, 4, enfin c'est surtout 1. C'est-à-dire quelque part, ici, le poids faible, ça permet de savoir si un nombre est pair ou impair. Voilà. On peut savoir si un nombre est pair ou impair juste en regardant le bit de poids faible. Voilà. Bon, très bien, c'est super cool. Voilà, donc c'est juste du vocabulaire. Quand on parle des bits de poids fort, on parle des bits qui sont plutôt portés par les grandes puissances de 2, et quand on va faire une notation humaine, on va les représenter à gauche, et les bits de poids faible, c'est
porté par les bits les petites puissances de 2, et quand on va faire une notation humaine, on va plutôt les mettre à droite. Mais après, suivant qu'il y a des processeurs qui lisent de gauche à droite ou de droite à gauche, c'est pour ça que je dis représentation humaine, quoi, parce que nous on a l'habitude de lire de gauche à droite, au moins en France, quoi. Bon, c'est comme ça, hein, chacun son truc, hein, c'est... Voilà, donc ça marche pour plus de données. Donc ici, on a une donnée sur 16 bits, donc on peut parler à la fois de bits de poids fort et de bits de poids faible, mais on peut aussi parler d'octets de poids fort et d'octets de poids faible. Donc là, dans cette chose-là, on pourrait dire c'est un short, parce que size of short, ça fait 2, et que 2 fois 8 fait 16. Donc là, j'ai une donnée sur 12 octets, je peux très bien dire 7 octets, c'est l'octet de poids fort du short. L'autre, c'est l'octet de poids faible. Voilà, ici, sur 32 bits, donc ça serait vraiment un int, hein. Un int, size of int sur nos machines, aujourd'hui 64 bits, on est sur 4 octets, 4 x 8, 32. Donc si par exemple, je m'intéresse à ce 0, le 0 qui est là, qu'il est beau. Je suis tombé amoureux, hein, de Gromit MPX. Hein. Alors, si je m'intéresse à ce bit-là, c'est le bit de poids faible de l'octet de poids fort de cet entier. Et si je fais le symétrique ici, ça c'est le bit de poids fort de l'octet de poids faible. C'est-à-dire à l'intérieur de l'octet de poids faible, et ça c'est le bit de poids fort. Voilà, donc ça c'est juste du vocabulaire, mais c'est du vocabulaire que vous allez aussi utiliser par exemple en réseau. Hein. On parle aussi de poids fort, poids faible, quand on regarde un peu, là, moi je fais pas de réseau, alors je voudrais pas dire une connerie plus grosse que moi, j'en fais suffisamment. Mais c'est comme ça, voilà, c'est un petit peu de vocabulaire. Alors entier signé, et c'est là où tout va mal. C'est que ça dépend de l'implémentation, c'est là où tout va mal. C'est-à-dire que ici, surtout entre guillemets là d'où on est parti, ici la décomposition en base 2, c'est-à-dire changer un nombre de bases, ce qui, moi à l'époque, la première fois que j'ai entendu parler de base, c'était en primaire, hein, ça faisait partie du programme en primaire, on essayait d'écrire des nombres en base 7 en faisant des divisions successives ou je sais pas quoi. Tout le monde est d'accord. Décomposer un monde en base 2, c'est très simple. Tous les mathématiciens sont très contents. Simplement, c'est très bien pour aller de 0 à une grande puissance de 2 moins 1. C'est-à-dire si vous avez, n bits, vous pouvez aller de 0 à 2 exposant n plus 1 le tout moins 1. Voilà. Une bêtise comme ça, ici on pouvait aller de 0 à 255 inclus. Mais on ne peut pas aller à 256, il faudrait un truc supplémentaire. Là tout va bien, on est dans le monde des positifs, la règle est on divise par 2, on divise par 2, on divise par 2, on divise par 2, au fur et à mesure ça fait des restes, on lit ces restes dans l'autre sens, ça décompose en base 2. Voilà, tout le monde est très content, il n'y a aucun problème. Le problème arrive lorsqu'on veut représenter du nombre et positif et négatif. Parce que là, l'algorithme où tout le monde est content, c'est pour les positifs, c'est pas pour les négatifs. Et donc, la première intuition qu'ont eu, un truc qui paraît vachement naturel, c'est de se dire, on va utiliser un bit de moins avec l'algorithme que tout le monde adore, et on va dire que le bit de poids fort, le premier bit, ça va donner le signe. Donc typiquement, si ça commence par un 0, on va dire c'est un classique, on va dire ça sera un positif. Et si le bit de poids fort vaut 1, on dira c'est un négatif. Voilà, donc ça a été, j'ai dit pourquoi pas, c'est pas mal pour représenter des positifs et des négatifs. Donc au lieu d'aller de 0 à 255, ici ça peut aller de 0 à 127 inclus. Donc si ça commence par un 0, ce sera un nombre positif compris entre 0 et 127 inclus. Et si le bit de poids faible est négatif, c'est pas grave, on ira de moins 0, ça fait aussi 0, bon. Et puis ça ira jusqu'à moins 127. Oui, donc ça, en fait, moi c'est mon avis personnel, c'est pas très intuitif, mais c'est une mauvaise stratégie. Bon, alors pourquoi c'est une mauvaise stratégie ? Ça paraissait tellement naturel de dire le signe va être codé par un booléen, par un bit. Alors, le premier problème, 0 à 2 représentations. Est-ce si grave ? Est-ce si grave d'avoir plus 0 et moins 0 ?
ça veut dire qu'on perd une valeur. On aurait pu utiliser, entre guillemets, celui-là, on aurait pu l'utiliser pour autre chose. On aurait pu coder, je sais pas, moins 128 dessus. Enfin, alors vous allez me dire, bah ouais, mais là, ça va être tout bizarre. Et puis à l'intérieur de la machine, le processeur, quand il va voir un bit qui vaut 1 avec des zéros derrière, il va devoir faire un traitement particulier. Ça serait très bizarre. Le gros problème, en fait, c'est surtout celui-là. Et là, c'est les fabricants de processeurs qui l'ont dit. Ils ont dit, nous, on fait des circuits logiques pour faire des additions. Voilà. On utilise des additionneurs logiques, on prend des transistors, on les assemble, et on est capable de faire des additions sur un char, des additions sur 32 bits, voire nos processeurs actuels sont capables de faire des additions sur 64 bits. Parce qu'on a tous des processeurs 64 bits qui ont des unités arithmétiques et logiques sur les entiers qui sont capables de faire des opérations arithmétiques sur 64 bits. Et les fabricants de pros ont dit, ça marche pas. Ça veut dire que quand les deux nombres sont positifs, je dois utiliser un circuit. Quand il y en a un qui est positif et l'autre négatif, je dois utiliser un autre circuit. Si c'est le premier qui est négatif et le deuxième qui est positif, je dois encore utiliser un autre circuit. Et si les deux sont négatifs, il faut que j'utilise le premier circuit mais à l'envers. Alors bon, ça devient fou. Et puis le problème, c'est que à chaque fois j'ai dit si. Si les deux sont, alors, si les deux sont, alors, si les deux sont. Donc ça veut dire ainsi, c'est monstrueux en termes primitifs processeurs. Parce qu'il faut attendre le résultat d'un test pour savoir si on exécute un des deux fils d'exécution qui suit. Parce que c'est si le test est vrai, alors je fais des choses, si le test est faux, alors je fais autre chose. Donc on n'a pas envie de mettre des si. Ça fait des facteurs de branchement, ça fait des alternatives, et c'est entre guillemets un if. C'est toujours moins bon qu'autre chose dans un programme, parce que il faut faire une pause, il faut faire le test, et suivant le test, on continue dans un sens ou dans un autre. Alors dites-vous que ça coûte tellement cher ici que les processeurs font carrément de la prédiction de branchement. C'est-à-dire que, enfin ils font pas de la prédiction, mais je veux dire, ils calculent toutes les alternatives, et une fois qu'ils ont le résultat du si, ils abandonnent les branches qui ne les intéressent pas. Bon, alors on veut éviter de faire des si, c'est-à-dire que les fabricants de processeurs ont dit, si vous voulez une addition efficace, il va falloir trouver une astuce pour que toutes les additions utilisent exactement le même circuit logique pour être opérées. Incroyable. Merci beaucoup. Donc il va falloir, on est fourni, Madame Bory, on est fourni en café, c'est incroyable. Le cours est sponsorisé par Madame Bory. Donc il faut trouver une autre représentation des entiers positifs et négatifs pour avoir le même circuit logique. Et il y a des gens qui ont trouvé ça. Le but du jeu, c'est que une fois qu'on va avoir cette représentation qui va s'appeler le complément à 2, et ben pour faire une addition, il suffira de faire une addition bit à bit et de propager les retenues, quels que soient les nombres, qu'ils soient positifs, négatifs, que le couple soit positif, positif, négatif, négatif. Grâce au complément à 2, on va voir dans un instant que le même circuit logique va résoudre toutes les additions. Donc là, les fabricants de processeurs vont dire, eh ben, si j'ai besoin que d'un seul circuit logique au lieu de 4, je vais multiplier par 4 la puissance de calcul. J'ai besoin de 4 fois moins de transistors. Ou du moins, les transistors, je vais les utiliser 4 fois plus au calcul et moins aux alternatives. Oui, c'est moi où le son sature. Aïe, 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 aïe. Nous allons tout de suite baisser un tout petit peu. Aïe, aïe, aïe. Mais oui, ça doit peut-être un petit peu moins saturer. Je vous laisserai ajuster votre micro à la maison. Alors, le complément à 2. Le complément à 2, comment ça marche globalement? C'est on prend la valeur absolue, c'est-à-dire qu'entre guillemets, déjà, il va être les positifs, ça change pas. C'est-à-dire pour les nombres positifs, faire le complément à 2 ou faire les divisions par 2 successives et inverser les bits, ça va revenir au même. C'est-à-dire sur les positifs, il n'y a pas de problème. Donc c'est sur les négatifs qu'on fait quelque chose. Sur les négatifs, on va prendre la valeur absolue, c'est-à-dire qu'on oublie le moins. C'est-à-dire on transforme le moins en plus. C'est-à-dire si vous êtes parti de moins 43, vous allez prendre 43. C'est-à-dire vous oubliez qu'il y avait un moins et maintenant c'est 43 en positif. Il faut inverser les bits. Alors inverser les bits, c'est ce qu'on appelle un complément à 1. Inverser les bits, c'est remplacer tous les 0 par des 1 et tous les 1 par des 0. Voilà. Donc voilà. Et on ajoute 1, une fois qu'on a inversé tous les bits, on ajoute 1 en propageant la retenue, mais s'il y a une retenue qui déborde, tant pis. Voilà. C'est-à-dire qu'on ignore le déplacement si la dernière retenue sort de l'addition. Bon,
Très bien, incroyable. Donc ici, l'exemple que vous avez ici, c'est pour 6. Alors c'est moins 6, bien sûr. Première étape, donc 6 va devenir, enfin moins 6 devient 6. Hein, ça c'est j'ai pris la valeur absolue de moins 6. Donc moins 6, 6, maintenant que j'ai 6, je le décompose en base 2. Donc en base 2, bah voilà, oh là là, il le réécrit, incroyable. 1, 2, 3, 4, et donc il faut ajouter 4 plus 2. Donc 4 plus 2 plus 0, ok. Inverser les bits, ça consiste à, bah, tous les 0 deviennent des 1, voilà, incroyable. Les deux 1 deviennent des 0. Mais oui, mais pourquoi il écrit ça? C'est écrit en dessous, c'est vrai. C'est vrai. Donc ça s'appelle, pourquoi ça s'appelle le complément à 1? Parce qu'en fait, on applique à chaque bit la fonction 1 moins x. Voilà. Donc si x vaut 0, 1 moins 0, ça fait 1. Si x vaut 1, 1 moins 1, ça fait 0. Donc cette fonction-là, c'est bien un complément à 1, c'est entre guillemets le complémentaire d'un ensemble, c'est l'inverse, c'est vous prenez les éléments qui sont pas dedans, et c'est exactement la fonction 1 moins x, c'est-à-dire que 1 c'est tout, j'enlève l'autre booléen, donc si y égale 1 moins x, c'est bien, ça veut dire que y plus x est égal à 1. Donc entre guillemets, y est bien le complémentaire de x, et x est le complémentaire de y. Donc c'est ça, et c'est pour ça que ça s'appelle complément à 1, verser les bits. Mais étant donné que ce complément à 1, il faut lui rajouter 1, et ben c'est pour ça que les informaticiens ont appelé ça le complément à 2. Entre guillemets, au niveau, pourquoi ça s'appelle complément à 2? Parce que c'est le complément à 1 plus 1. Ben 1 plus 1 fait 2, blague d'un informaticien, on s'est tous fendu la gueule en 4 parties de même taille. Voilà, donc inverser les bits, c'est marqué ici. Et quand on rajoute 1, alors là, quand on rajoute 1, qu'est-ce qui se passe? Bah, il faut faire l'addition. Hein. 1 plus 1, ça fait 0, on retient 1. 1 plus 1, ça fait 1, très bien. Ici 0, et ici que des 1, voilà, et c'est exactement ce que vous avez ici. Voilà, donc voilà, j'ai écrit comme un gros sale sur le slide, voilà, très bien. Et je suis très content. Alors, j'efface tout ça. Il y a un petit programme en dessous. Qu'est-ce que fait ce petit programme? Ce petit programme, il fait un printf %d. Donc, %d, c'est un entier décimal, positif ou négatif. Et j'affiche quoi? J'affiche moins 6. Mais juste avant moins 6, c'est les castés en unsigned char. Donc là, c'est une bêtise. Parce qu'on sait que moins 6, c'est un négatif. Si je le caste vers un type où il n'y a que des positifs, je suis en train de faire une bêtise. C'est-à-dire cette chose-là doit devenir positif. Mais quand on caste moins 6 en positif, il ne devient pas plus 6. Il se mange le complément à 2. Et si vous regardez le complément à 2 là, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'ici, ça c'est 2. Et puis ça c'était le premier, c'était 127. Le bit de poids fort sur un char. Ensuite, il y avait 64. Ensuite, il y avait 32, 16 et 8. Ah, voilà. Est-ce que j'ai pas une petite calculatrice là tout de suite? Une calculatrice, une calculator. Je sais pas écrire calculatrice. Ah là là là. Je vais tout de suite reprendre ce bureau. Est-ce que je vais pas carrément chercher parce que là, l'addition, elle va me faire mal. Moi, vous savez, je suis tellement mauvais pour calculer. Allez, de toute façon, je vais sortir une console Python à longueur de journée. Pourquoi? Parce qu'en Python, on peut faire des écritures binaires qu'on peut pas faire en C. Il n'y a pas de printf %b, les écritures binaires, faut les recoder soi-même. Donc, je vais prendre un Python 3, ce sera ma calculatrice. J'ai dit 128 plus 64 plus 32 plus... alors, il faut pas se tromper, hein, parce que je suis capable de me tromper. Ok, donc là, je me trompe de fenêtre. Aïe. Donc, on a dit quoi? On a dit... 128 plus 32 plus 64 plus 32 plus 16 plus 8, il n'y a pas 4 mais il y aura 2, donc ça va jusqu'à 8 et après on ajoute aussi 2. Voilà, il merdoit pour faire une addition. Ah oui, mais c'est dur pour moi les additions. Et j'ai commencé à 127 parce que voilà, il faut dormir la nuit. Voilà. Alors ça fait combien? Ah, ça fait 250 qu'il est en train de me dire. C'est vrai ce mensonge? Bah oui, j'ai l'impression ça m'a l'air pas mal ça. Ça m'a l'air pas mal. Alors, hop lax.
Oui, 250, incroyable. Donc il suffit de faire l'addition, mais entre guillemets, quand j'ai fait ce 250, je suis pas parti du complément à 2, je suis parti du principe que le nombre était positif. Bah oui, j'ai pas le choix quelque part. Ici, il y a un cast positif. Ah oui, eh oui, eh oui, eh oui. Voilà, donc l'addition fonctionne. Oula, c'est vrai ce mensonge que l'addition fonctionne? Bon, est-ce vrai? Donc ici, on est en train d'essayer de faire l'addition de moins 4 plus 3. Ok? Donc rappel, 4, c'est simple. Ça va se terminer par 0, 0, 4, 8, et puis voilà, les 4 autres bits valent 0. Ok? Donc ça, je pars de moins 4. Voilà. Je commence par prendre la valeur absolue qui fait 4. Ensuite, j'inverse les bits. Donc, ça va me faire quelque chose comme ça, comme ça, comme ça. Et dernière opération, parce que ça, c'est le complément à 1, il faut que j'y ajoute 1 pour avoir le complément à 2. Ok, ok. Vous avez vu comme j'écris de manière splendide à la souris. 1 plus 1, ça fait 0. Ouais, c'est vrai. Je retiens 1. 1 plus 1, ça fait 0. Ouais, je retiens 1. Mais oui, mais oui. Et puis là, là, il n'y a plus que des 0. Ok. Donc oui, j'en ai pas écrit un de trop, là. Mais non, il y en a bien le bon nombre. Donc, je valide. Je valide ce moins 4. Ok, 3. Bon, 3 c'est simple, c'est un nombre positif. 3 c'est 2 plus 1. Alors ça, si je fais une addition bit à bit, comme par hasard, il n'y a aucune retenue. Vous voyez, là ça va faire. Le bit de poids faible, c'est 1 plus 0 qui fait 1. Ensuite 1 plus 0 qui fait 1. Ensuite c'est 0 plus 1 qui fait 1. Ensuite c'est 0 plus 1 qui fait 1, etc. Donc effectivement ça donne que des 1. Ah, et ça, soi-disant, ce serait moins 1. C'est vrai ce mensonge? Alors, moins 1. Oui, alors moins 1, ça devient 1. Ok, 1, c'est très simple. On n'a que des 0 et ça va se terminer par un 1. Oh là là, c'est incroyable. Attention, ma sale tête va tout cacher après. Ensuite, il faut que je fasse le complément à 1. Donc, les 0 deviennent des 1. Incroyable. Et puis le dernier 1 va devenir un 0. Voilà, on arrive encore à voir. Et j'ajoute 1 sur la fin. Une fois que j'ai le complément à 1. Ok. Donc ça, 0 plus 1, ça fait 1. Et puis après, c'est 1 plus 0, 1 plus 0, 1 plus 0. Ok, ouais. Donc, si tous les bits valent 1, c'est que je suis en train de représenter le chiffre moins 1. Tous les bits valent 0, c'est 0. Tous les bits valent 1, c'est moins 1. Voilà, donc c'est peut-être pas intuitif, parce que moi quand je vois ça, je me suis dit, oulala, mais j'aurais pensé à un énorme chiffre négatif, c'est pas le cas. C'est un tout petit chiffre négatif, c'est le premier chiffre négatif, c'est moins 1. Voilà, donc ça fonctionne. Effectivement, donc là tout à coup, là le fabricant de processeur est extrêmement content. Il se dit, maintenant, j'utilise exactement le même algorithme pour ajouter des positifs, ou ajouter des négatifs, enfin ajouter quoi que ce soit. Qu'est-ce que soit ce que j'ajoute, ça va fonctionner. Et c'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. En tout cas, c'est ça que Intel et AMD aiment. Donc là, il dit qu'il y a une unique écriture de 0. Donc je vais vérifier qu'il y a une unique écriture de 0 en partant de moins 0. Moins 0, je pense à valeur absolue, c'est 0. Donc tout ça ne veut dire n'importe quoi, parce que moins 0 est déjà égal à 0. La valeur absolue de moins 0, de plus 0, en fait, moins 0 est égal à plus 0. Il n'y a pas de différence entre moins 0 et plus 0. Mais bon, on fait comme si. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'ordinateur? Ok, donc on a pris la valeur absolue, c'est 0. Ça fait que des 0, ok, parce que c'est un nombre positif, il se décompose avec l'algorithme habituel. Ok, je fais le complément à 1, tous les bits deviennent des 1. Ok, donc tous mes 8 0 deviennent 8 1. Et ensuite, il faut ajouter 1 pour avoir le complément à 2 de 0. Ok, nickel. 1 plus 1, ça fait 0, je retiens 1. 1 plus 1, ça fait 0, je retiens 1. 1 plus 1, ça fait 0, je retiens 1. 1 plus 1, ouais, etc. Quoi. Donc il va y avoir des retenues partout. Voilà. Voilà, donc ça va faire à chaque fois 0, on retient, 0, on retient, 0, on retient, 1 plus 1, 0, et ça, c'est une retenue qui déborde.
Ça, c'est une retenue qui déborde, mais dans l'algorithme du complément à 2, c'était dit, oui, si la retenue déborde, bah tant pis, on s'en fout. Et effectivement, pourquoi on s'en fout pas complètement? Parce que ça fait des bugs silencieux. Ça fait le bug silencieux dépassement de capacité. Mais en tout cas, ça c'est ok. Si vous appliquez le complément à 2 sur 0, vous revenez sur tous les bits qui valent 0. C'est-à-dire que le complément à 2 de 0 est égal à 0 lui-même. Donc, effectivement, on a une écriture unique pour 0, c'est-à-dire qu'on ne perd pas une valeur comme tout à l'heure. Et en fait, si vous appliquez 2 fois le complément à 2, vous allez vous rendre compte que le complément à 2 du complément à 2, c'est vous revenez sur vos pas. C'est-à-dire, vous prenez un chiffre, vous inversez tous les bits, vous ajoutez 1. Ok, très bien. Maintenant, vous réinversez tous les bits. Vous ajoutez 1, vous allez revenir de là d'où vous êtes parti. C'est-à-dire, entre guillemets, c'est ce mathématiquement, on appelle ça une involution. C'est-à-dire, c'est une application f telle que f rond f est égal à l'identité. C'est-à-dire, entre guillemets, c'est bien un truc où on l'applique 2 fois, on retombe sur nos pas. Donc, c'est tordu. Je veux dire, globalement, alors, je sais pas, peut-être que vous avez déjà vu ça, peut-être que vous trouvez ça ultra simple. Normalement, c'est tordu. On fait pas des compléments à 2 tous les matins. On n'inverse pas les bits, on rajoute pas 1 comme ça. Je veux dire, c'est pas super naturel. Globalement, un bit de signe aurait été une représentation beaucoup plus naturelle, beaucoup plus intuitive. Bah oui, mais le problème, c'est que nos ordinateurs seraient peut-être 4 fois plus lents. Le facteur 4, on n'y crache pas dessus, hein. Donc là, complément à 2, lors d'une conversion de type, une transformation est appliquée. Oui, j'ai fait la bêtise tout à l'heure, j'ai fait -6 qui a été casté en unsigned char. Le complément à 2 va dépendre de la taille du type. Très bien, donc ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, il se passe que j'ai un main dans lequel j'ai l'impression qu'il va y avoir des bêtises, parce qu'on part d'un négatif et en dessous, je vois de l'unsigned. Ok. Alors, c'est un programme à paramètres qui n'utilise pas ces paramètres, on s'en fout. Il y a première variable locale, c'est un char. Donc char, ça peut être positif ou négatif. Ici, -26, ok, petit c. Ici, j'ai int i qui est égal à -26, aucun problème. Parce qu'un entier, ça peut aller de -2 milliards à des brouettes à +2 milliards et des brouettes. Alors je veux dire, entre -2 milliards et des brouettes, +2 milliards et des brouettes, -26, ça le fait rire. Hein. -26, ça existe dans cette plage de valeurs. En dessous, on a un unsigned char, donc UC, qui est égal à C. Ah, donc ça, c'est déjà une première connerie. Parce que cette chose-là, un unsigned char est forcément positif. Donc ce -26 va être transformé en un nombre positif, on ne sait pas encore lequel. Ok. Et juste en dessous, j'ai UI pour unsigned int qui est égal aussi à -26. Donc là aussi, il y a un problème. Parce qu'un unsigned char, lui, c'est pas entre -2 milliards et +2 milliards et des brouettes, c'est entre 0 et +4 milliards et 2 fois plus de brouettes. Et entre 4 milliards, enfin entre 0 et 4 milliards et 2 fois plus de brouettes, il n'y a pas -26. -26, c'est de l'autre côté. C'est, voilà. Et là, j'affiche tout avec %d, %d. Donc ça, %d, c'est les décimaux qui sont positifs, négatifs. %u, bah, c'est l'affichage des nombres unsigned. Donc là, pour l'unsigned char et l'unsigned int, il me faut des %u. Donc ça, je vais le compiler avec -wall, -nsy, -pédantique, tout ce que vous voulez. Et quand je l'exécute, -26 est valide pour un char, -26 est valide pour un int, c'est-à-dire la plage de valeur, il n'y a pas de problème. Celui-là a été transformé en 230. Alors 230 plus 26, ça a l'air de faire le 256. Et ici par contre, alors là j'ai un truc de derrière les fagots. Si je fais le même raisonnement, c'est que ce nombre-là plus 26, ça doit être égal à 2 exposant 32. Bah écoutez, hein, je veux dire, c'est un programme que j'ai tapé, même s'il y a très longtemps, c'est un programme que j'ai tapé, hein, ça tombe pas du ciel. Hein. Python est mon ami. Voilà, donc Python déjà, il s'est calculé des puissances, hein, parce que Python, quoi. -26. Donc on est à quoi? Je vais retenir juste la fin, hein. 967 270. C'est vrai ce mensonge? 967 270. 900. Ah bah oui, mais quelque part, hein, c'était bien obligé, hein. 967 270. Alors pourquoi il y a une différence? Le -26 qui a été casté en unsigned char et le -26 qui a été casté en unsigned int.
C'est parce que quand on inverse les bits, c'est-à-dire quand tous les 0 deviennent des 1, ici, entre guillemets, comme j'avais 8 bits, et ben j'ai au plus, j'ai envie de dire, voilà, j'ai quelques 0 qui sont devenus des 1. Je dis bien quelques 0. Ici, par contre, alors là, c'est la mort, là. Là, c'est la mort, parce que cette chose-là, c'est sur 32 bits. Et sur 32 bits, si vous avez 32 zéros qui deviennent des 1, tout de suite, le nombre, il va exploser. Il va vraiment devenir très, 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 très gros. Et c'est pour ça, qu'entre guillemets, que le moins 26 en unsigned int, eh ben, c'est devenu maxint moins 26. Alors que lui, c'est devenu max char. Mais max char, c'est tout petit par rapport à max int. Ah, voilà. Donc c'est pour ça que attention. Bon, alors là, les deux premiers étaient bien parce que la valeur d'où on était parti était représentable dans le type d'arrivée. Les deux, la ligne 4 et 5 sont dangereuses parce que dans la ligne 4 et 5, moins 26 n'est pas représentable dans le type cible. Donc il y a un problème et il va se passer un truc déterministe qu'on peut comprendre. Mais il vaut mieux être au courant. Il vaut mieux être au courant que le complément A2 existe. Sinon, là, on se dit, oula, moins 26, je passe à 230, qu'est-ce qui se passe? Donc ça peut être sinon des bugs inextricables. Hein. C'est burk. Voilà, alors pourquoi on fait tout ça? On fait tout ça pour des opérateurs bit à bit. Parce qu'en fait, parmi les choses qui sont très très efficaces et qui sont des primitifs processeurs d'un CPU, on va dire, standard, il y a plein d'opérations bit à bit que sait faire de base nos processeurs actuels. Donc parmi les trucs les plus célèbres, c'est de faire des et, des ou des ou exclusifs. Donc là, vous avez une table de vérité, justement pour les trois opérateurs. Donc quand ils sont doublés, donc ça c'est... moi je trouve ça un peu sale, mais bon, on prend l'habitude, hein. Quand ils sont doublés, ils sont logiques. Donc ça, ce sont des opérateurs logiques. C'est-à-dire c'est vrai et faux, vrai et faux, etc. Les opérateurs bit à bit, vous avez un bit à gauche, un bit à droite, et il doit rester un bit à la sortie. Et voilà, là c'est les tables de vérité qui sont particulièrement standards. Donc typiquement le et il est vrai, si et seulement si les deux étaient vrais au-dessus. Donc sinon c'est toujours faux. Un ou il est vrai si il y en a un des deux qui est vrai. Donc là il y en a un des deux qui est vrai, là il y en a un des deux qui est vrai, là il y en a plus qu'un des deux qui est vrai, il y a carrément les deux qui sont vrais. Et le dernier là, le XOR c'est un truc qui vaut 1 ici lorsque les deux bits sont différents. Ici les deux bits sont différents, donc ça vaut 1. Voilà. Donc c'est le ou exclusif, il faut qu'il n'y en ait qu'un seul des deux qui soit vrai. Ils ne peuvent pas être tous les deux vrais ou tous les deux chauds. Voilà, incroyable. Et il boit le café en live. Alors, opérateur et commercial, donc là c'est le et bit à bit. Alors pourquoi ce et bit à bit est intéressant? C'est parce qu'il est multiplexé. Alors qu'est-ce que ça veut dire multiplexé? C'est quand on fait un et logique, c'est une condition et il y a un seul résultat. Quand vous allez prendre ici un unsigned char et ici un unsigned char, A et commercial B, c'est-à-dire A et bit à bit B, le résultat ça va être un unsigned char qui est aussi sur 8 bits et en un cycle processeur, en un seul cycle, c'est-à-dire en une seule commande, il va tous les calculer. Donc par exemple, ici, il y a un 1, donc c'est que les deux valaient 1. Ici, il y a un 1, donc les deux valaient 1. Voilà. Ici, il y a un 1, les deux valaient 1. Ok, très bien. Ici, il y a un 1, les deux valaient 1. Pour tous les autres, les deux bits en argument ne valaient pas 1. Mais ça va être calculé en une fois. Et en une fois, je vais presque obtenir 8 résultats. Voire, comme j'ai un ordinateur 64 bits, si je fais des opérateurs bit à bit sur des unsigned long int, en un cycle processeur, c'est comme si j'avais fait 64 tests en même temps. Donc c'est pas dégueulasse, c'est-à-dire c'est bien multiplexé. Voilà, donc les opérateurs bit à bit, c'est un peu tricky à utiliser, on va le voir, mais ça permet de faire des choses assez violentes. Dites-vous typiquement
Ah, l'expert, c'est le sieur Giraudal, hein, le sieur Giraudot qui a réussi à coder, une IA aux échecs qui doit battre à peu près aujourd'hui n'importe quel humain. Vous allez dire, bah oui, mais c'est connu que les IA aux échecs sont plus fortes que les humains. Oui, bien sûr, mais avant que vous arriviez à coder une IA aux échecs qui est plus forte que les humains, faut quand même être assez bon en codage. Les IA d'échecs, elles font des opérateurs bit à bit non-stop. Parce qu'un échiquier a 64 cases et que les processeurs actuels sont des processeurs 64 bits. Donc par exemple, on peut encoder un échiquier avec des cases menacées juste avec une variable C, un unsigned long int. Et on va pouvoir faire des calculs. Alors, en un cycle processeur, on va pouvoir faire des calculs très très vite. Voilà, c'est des petits détails, hein, l'ami Giraudot, tellement bon. Alors ici, là c'est le OO bit à bit, donc c'est pareil, hein, c'est multiplexé pareil. Je lui donne deux unsigned chars. Ici, il y a un 0 à un seul endroit, c'est le seul moment où A et B valaient 0. Voilà, c'est le seul moment où A ou B va voir 0. Mais si j'ai un unsigned char et un unsigned char, donc A ou B avec opérateur bit à bit, ça me calcule les 8 OO bit à bit en un cycle, en un coup. En une instruction, j'ai tout récupéré. Voilà, c'est très très bon. Bon, le XOR, alors, petit détail du XOR, il est utilisé encore aujourd'hui pour de la crypto, parce que c'est un des seuls algos de crypto qui est pas attaquable, mais qui est particulièrement difficile à mettre en œuvre. Pourquoi ? Parce que ça vous nécessite ici, comment ça se passe ? Ici, petit a, ah non, c'est petit b, pardon. Ah là là là. Donc petit b, c'est le message. Voilà, le message. Message incroyable. Voilà. Donc petit b, c'est le message. Petit a, c'est la clé. Voilà, c'est la clé de codage et de décodage. Alors, comment vous faites ça ? Vous travaillez dans la diplomatie de la bordurie. Voilà, c'est à côté de la Syldavie. Voilà. Donc vous travaillez, vous êtes diplomate de la Syldavie et vous voulez communiquer avec la bordurie. Voilà, mais vous voulez pas que les autres pays vous écoutent. Alors vous achetez un ordinateur à Carouf, voilà, vous installez des trucs dessus et vous générez de manière aléatoire une énorme clé. Donc là, vous allez me dire, mais il y a 8 bits. Non, mais là, vous prenez carrément un DVD. Hein. Vous générez de manière aléatoire une énorme clé qui remplit un DVD. Voilà. Vous gravez 2 DVD avec la même clé et vous détruisez l'ordinateur. Après, on s'en fout. Hein. De toute façon, le PC à Carouf, avec 200 €, on a un DVD et l'expérience sera très très dure à reproduire. On pourra pas, pour avoir les mêmes clés, ce sera très difficile. Donc vous avez les 2 DVD avec la même clé. Vous prenez le DVD, vous le mettez dans une valise diplomatique, vous mettez une menotte sur la valise et sur un mec, il prend l'avion, il va en bordurie, et donc, entre guillemets, il y a un DVD qui est resté en Syldavie, l'autre DVD, il a pris la valise diplomatique, il est à l'ambassade à la bordurie. Voilà. Et bien après, vous allez pouvoir communiquer en clair, tout le monde pourra vous écouter. C'est-à-dire qu'entre guillemets, à chaque fois que vous allez vouloir transmettre un message B, vous allez utiliser une partie du DVD, hein, on peut commencer par le début, pourquoi pas, hein, et vous allez faire du XOR. C'est-à-dire là, vous avez fait la clé XOR le message. Ça, celui-là, vous pouvez le transmettre complètement en clair total. Là, c'est vous en foutez, tout le monde peut vous écouter, ça vous fait rire. Vous êtes là. Alors par contre, si on interceptait le monsieur avec la valise, là, c'est pas drôle du tout, hein, parce que ce truc-là, il est safe si la clé est possédée en un seul exemplaire au début et en un seul exemplaire, c'est-à-dire il y en a une en bordurie et une en Syldavie, hein, et personne d'autre là. Mais là, même si les gens interceptent XOR B, il n'existe pas d'algorithme pour décoder ça. Vous pouvez pas essayer de chercher du sens. C'est-à-dire si la clé était vraiment un message aléatoire, c'est complètement safe. Après, c'est pas une clé publique, hein. C'est quand même chiant parce que il faut quand même acheter un ordinateur, le détruire, avoir la valise diplomatique, prendre l'avion avec la valise diplomatique, c'est un peu la merde, hein. Mais il n'y a pas d'algorithme pour détecter ça. Il n'y a pas d'algo. Donc là, effectivement, le message B, vous l'avez au début, on le détecte, on le décrypte avec la même clé de cryptage. C'est-à-dire qu'en fait, vous prenez le message en clair,
vous lui réappliquez un XOR avec la clé, et bah, vous retrouvez B. C'est-à-dire que, entre guillemets, là j'enlève toutes mes conneries, celui-là et celui-là, après, même ça, c'est-à-dire que le monsieur a pu décoder le message, parce que celui qui est passé en clair est différent du message. Et celui-là, c'était le seul qui était visible. C'est le seul qui était visible, mais qui est complètement indécryptable. Vous avez vu, c'est un œil, il est splendide. Ah là 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 là, il est splendide. Voilà, donc bon, je sais pas, je pense qu'il y en a qui doivent encore utiliser ces bêtises-là. Hein. Je veux dire, c'est quand même vachement pratique, hein, un truc indécryptable. Hein. Par contre, effectivement, bah oui, ça coûte cher, quoi. Ça coûte cher. Mais bon, je veux dire, ça reste quand même moins cher que pas mal de procédures faites par ces gens-là. Bon, la NSA frappe à ma porte. Alors, un XOR logique, swatted. Un XOR logique. Il n'y a pas de XOR logique en C. Voilà, donc en C, il y a il y a ou, mais il n'y a pas chapeau. Voilà, donc ça, non, chapeau. Voilà, votre smiley préféré. chapeau n'existe pas en C. C'est-à-dire, il n'y a pas de XOR logique. On ne peut pas demander condition 1, XOR logique, condition 2, n'existe pas. Donc, là, c'est quoi ? Bah, c'est juste un petit slide qui vous dit comment on peut faire. Bah, vous avez une sacrée macro à paramètres bien dégueulasse. Donc là, vous avez un define XOR, tout en majuscule, qui prend en argument deux conditions, et qui fait... Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend la première condition, et elle la caste vers 0 ou 1, c'est pour ça qu'il y a différentes zéros. Et elle prend la deuxième condition, qui est aussi castée vers 0 ou 1, c'est ça qui va transformer en 0 ou 1. Parce que, étant donné que 0 est faux, et que tout ce qui est non nul est vrai, quand vous faites condition différente 0, quand c'est évalué, et ben, si la condition était fausse, 0 n'étant pas faux, voilà, comme ça va pas être différent, ça va faire 1, et sinon ça fera 0. Donc ça caste vers 0 ou 1 les conditions. Voilà, donc là ici, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez un programme qui transforme en nombre le premier argument, qui transforme en nombre le second argument. Voilà, donc il y a deux ATOI. Ensuite, il y a un XOR sur le chiffre modulo 2 du premier, le chiffre modulo 2 du second. Donc typiquement, si ici j'ai 2 et 2, ça va faire XOR de 1, 1. Et ça affiche quoi ? Si XOR, les deux sont divisibles par... non, si le XOR est vrai, c'est qu'il n'y en a qu'un seul des deux qui est pair. Et si le XOR est faux, c'est que les deux sont pairs ou les deux sont impairs. Incroyable. Donc le programme est testé juste en dessous. 2 et 2. Donc là, ici, ça va faire XOR 1, 1. Et comme 1 est égal à 1, le XOR vaut 0. Donc effectivement, les deux sont pairs ou les deux sont impairs. Si je fais 2, 3... Alors là, modulo 2, ça va faire 0, et ça, ah oui, merde, 2 modulo 2, on s'autorise à penser que ça fait 0 et pas 1, comme j'ai dit jusqu'avant. Voilà, ils ne suivent pas, là, ils auraient pu dégainer d'entrée de jeu, là, dire, monsieur, n'importe quoi. Voilà, donc, 2, 3, modulo 2, ça fait 0 puis 1. Ensuite, 5, 4, donc effectivement, il n'y en a qu'un des deux qui est pair, c'est le 4. Et puis 5, 17, oui, les deux sont impairs ici. Donc, entre guillemets, bon, je vous dirais, c'est pas très truculent, mais en imaginant que vous ayez un programme qui a besoin de faire des centaines et des centaines de XOR logiques, à ce moment-là, ça peut être judicieux d'avoir une telle macro à paramètres. Voilà. Si globalement, vous n'êtes pas... Parce que je veux dire, entre guillemets, il n'existe pas chapeau en C, mais on fait pas des XOR logiques tous les jours. Hein, c'est pas la condition la plus utilisée, quoi. Hein. Donc l'opération lunaire tilde. Alors tilde, c'est le complément à 1. Ah, tilde, c'est le complément à 1. C'est comme ça. Voilà. Incroyable. Je me demande ce que... Ah non, non. Donc tilde le complément à 1, ça transforme tous les 1 en 0 et tous les 0 en 1. Donc ce 1 devient 0, 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 et les autres sont des 0, ils deviennent des 1. Ouais, alors, bon, rien de très surprenant, mais ça existe et ça s'appelle tilde en C. Donc si vous avez une variable A de type unsigned char, tilde de A, bah ça va être cette chose-là. Incroyable. Ah, donc on a le tilde, on a le et, le ou, et maintenant on a envie de faire des décalages à gauche. Donc ça aussi, ce sont des primitifs dans les processeurs. Les processeurs, de manière primitive, savent décaler les bits vers la gauche ou vers la droite
sur nos types entiers, hein, voilà. Donc ça s'écrit avec double chevron. Donc ici, double chevron gauche, c'est pour faire un décalage à gauche. Donc quand on écrit X double chevron Y, la donnée qui va être décalée, c'est les bits de X, et les bits de X vont être décalés de Y cran. Donc attention, l'expression X double chevron Y ne modifie pas X et ne modifie pas Y. Ça retourne une nouvelle valeur. Donc ça retourne une nouvelle valeur qui est construite à partir des bits de X, mais les bits de X dans cette nouvelle valeur seront décalés de Y cran vers la gauche. X n'est pas modifié, hein, voilà, hein, on ne le dira jamais assez, parce que souvent on a l'impression, on n'est pas sur le paradigme objet, le décalage n'est pas une méthode de X, c'est du C, c'est dégueulasse, c'est de l'impératif, toute expression retourne une nouvelle valeur, ok ? Ça remplit avec des zéros. Alors ça remplit avec des zéros, donc ça c'est depuis la gauche. Voilà. Et par contre, les bits de poids fort sont perdus. Ah, les bits de poids fort, c'est ceux qui vont sortir. Non. Alors, remplissage avec des zéros, c'est la droite. Enfin, c'était notre gauche, quoi. Et celle-ci, ça doit être la vraie gauche. Voilà. Parce que la gauche, oui, il faudrait que je fasse ça. Hein. Gauche, droite. C'est vrai ce mensonge? C'est dur pour moi. Hein. C'est pas facile. Hein. J'ai une chance sur deux. Hein. Donc ici, il y a 181. C'est vrai ça que c'est 181. Alors comment on fait pour savoir si on se plante pas? Alors sur les machines de la faculté c'est pareil. Hoplax. Python 3 est installé. Hein. Alors il faut pas s'en priver. Hein. Comment je fais? Il a dit 180. Bin de 180. Ça marche ça? Mais oui. Ah oui, mais oui. Donc voilà. Bin de 180. Ah, qu'est-ce que c'est bon, Python. Donc c'est 1, 0, 1, 1 et 0, 1, 0, 0. C'est vrai ce mensonge? Alors il faut que je retrouve l'onglet qui va bien. 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Ah, c'était 181. Ah bah oui, mais moi, c'est... Là, si je suis mauvais, on peut plus rien pour moi. Hein. Bon, oui, ça se termine par 0101 parce que c'est 181 et c'est pas 180. Incroyable. Bon, ok, très bien. Maintenant, on décale tout le monde vers la gauche. Donc celui-là va là. Celui-là va un cran. Celui-là va un cran. Celui-là va un cran, etc. Celui-là, il va ici. Et là, on sait pas. Ah bah oui, mais on a dit ça. Remplissage avec des zéros. Et puis on a dit quoi? On a dit ça. Le bit de poids fort est perdu. Incroyable. Donc effectivement, il y en a un qui est perdu et on remplit quand on fait un décalage à gauche, on est sûr, quel que soit le type, qu'on soit sur du char ou de l'unsigned char, ça remplit avec des zéros. Donc si je regarde le résultat, attention, il est comme ça. Hein, faut pas déborder quoi. Donc celui-là il fait 181. Si vous regardez celui-là, il faut ajouter 2 plus 8 plus 32 plus 64. Alors 64 et 32. Concentration 96. 96 et 8. 96 et 8. Ça fait combien ça? C'est trop dur. 96 et 8. 104. 104 plus 2, 106. Oh là là, c'est incroyable. Il révise les additions en live. Incroyable. Bon bah oui. Donc entre guillemets, attention. Peut-être que vous trouvez ça intuitif. Moi je trouve ça particulièrement pas intuitif. 181 décalé de 1 sur la gauche donne 106. J'ai plutôt envie de dire WTF. Quel est le rapport entre ces deux nombres? Le rapport entre ces deux nombres, c'est qu'en fait, on a perdu la retenue qui valait 256. Et en fait, quand vous décalez d'un cran, ça, c'est la puissance qui correspond à 1, ça correspond à 2, 4, 8, 16, etc. Quand vous décalez, entre guillemets, c'est comme si vous multipliez par 2, entre guillemets. Quand on décale, le truc porté par 1 devient le truc porté par 2. Le truc porté par 2 devient le truc porté par 4. Le bit porté par 4 devient le bit porté par 8.
etc., etc. Donc en fait, décaler d'un cran vers la gauche, ça consiste à multiplier par 2, mais le problème, c'est qu'on a perdu une retenue qui valait 256. Donc en fait, entre 181 et 106, on pourrait croire qu'il n'y a aucun lien. Absolument pas. Tout reste déterministe. C'est le lien est clair. C'est clair. Voilà, les relais, le lien, c'est on enlève 256 au double de 181. Voilà, tout à fait important. Voilà. Donc 180 est trop petit par rapport à la taille d'un int pour que la perte du bit de poids fort soit sensible. Alors là, ici, si vous regardez, on était sur 8 bits, et ici, finalement, ça serait, entre guillemets, c'est le dépassement, il s'est fait sur le 9e bit. Voilà. Maintenant, je reprends 181, voilà, il est ici dans ce gentil programme, c'est un unsigned char, et je le fais sur un int. Donc là ça c'est un octet, c'est 8 bits, un int, size of int, ça vaut 4, donc c'est 4 octets, c'est 32 bits. Donc 32 bits, pour que le 32e bit fasse une retenue qui dépasse, il faut des gros nombres. Ah oui, un int, ça va de moins 2 milliards à des brouettes à plus 2 milliards et des brouettes. Entre 181 et 2 milliards et des brouettes, il y a quand même un petit monde. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas qu'une retenue va sortir. Ici, je décale les bits d'un cran vers la gauche. Je décale les bits d'un cran vers la gauche pour l'entier. Donc ça, le premier c'est l'octet, le deuxième c'est l'entier. J'affiche d'abord l'octet et ensuite l'entier. Donc sur l'octet, j'ai perdu le 256. Sur l'entier, le 256, il est toujours là. Il n'y a aucun problème. 181, c'est quand même 180 plus 1. 181 x 2, c'est bien 362. Voilà, donc le dépassement de capacité, c'est-à-dire que c'était marqué au slide précédent là, les bits de poids fort sont perdus, ça dépend de la taille de la donnée de départ. Parce qu'on peut faire des opérateurs bit à bit sur des chars, sur des int, sur des unsigned long int, sur tous les types entiers. Hein. On peut même faire ça sur d'autres trucs, mais là c'est plus dans le manuel, quoi. Si vous faites ça sur des floats, vous attendez à de graves déconvenues. Voilà. Décalage à droite. Alors décalage à droite, c'est le double chevron qui va à droite, et c'est exactement la même écriture. C'est-à-dire que si vous prenez l'expression x double chevron droite y, c'est une expression qui va avoir pour nouvelle valeur les bits de x décalés de y cran vers la droite. Ok. Et là, par contre, il y a un effet qui se coule. Gringo sait faire un bon café. Alors, quel est cet effet qui se coule? Cet effet qui se coule, c'est il y a un gros problème si vous avez pris un type signé, c'est-à-dire char, short, int, long int. C'est-à-dire un type qui peut avoir, à la fois avoir des valeurs positives ou des valeurs négatives. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand on décalait à gauche, on remplissait systématiquement avec des zéros pour les nouveaux bits. Quand on décale depuis la droite, c'est pas spécifié par le langage C. C'est-à-dire que, typiquement, moi, mon processeur, et je pense que c'est, sachant que moi, c'est un i7 complètement standard, donc c'est vraiment la gamme standard des processeurs d'Intel depuis maintenant quand même une quinzaine d'années, quoi, hein, i3, i5, i7, là. Donc c'est un i7 standard. Si je prends une valeur négative, c'est-à-dire si le bit de poids fort vaut 1 et que j'utilise un type non signé, un type signé, il me remplit avec des 1. C'est-à-dire qu'il ne rajoute pas des 0, il rajoute des 1. Et effectivement, c'est quelque chose qui est à la fois qui est processeur dépendant, c'est extrêmement dégueulasse, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'entre guillemets, le décalage à droite, il ne faudrait jamais l'utiliser avec des types qui ne sont pas signés. Sinon, on va faire des trucs, on va avoir des bugs silencieux qui vont être inextricables. Donc jamais de décalage sur les entiers signés sans une très bonne raison. Ou en fait, il faut savoir ce qu'on fait. Les bits de poids faible sont perdus. C'est-à-dire que là, les bits qui sortent sont les bits qui sortent. Alors, faut pas que je me trompe. Hein. Ça c'est la droite. Voilà. Donc les bits qui sont les plus à droite, les bits de poids faible vont être perdus. Simplement, les bits qui rentrent, on ne sait pas si ce sont des 0 ou si c'est des 1. On sait que ce sont des 0 si on est sur un type unsigned, c'est-à-dire
Voilà, on est sur un truc positif, ça rentre des zéros. Par contre, si on est sur un type signé et que la donnée est négative, il se peut que ce soit des 1. Voilà, donc là c'est terrible. Et c'est pas spécifié par le langage C. Le langage C dit ne le faites pas. Ils disent les opérateurs bit à bit, il faut les faire sur des types positifs. Donc des types unsigned. Voilà. Ah, le décalage circulaire. Donc le décalage circulaire qui va nous prendre un peu de temps. Le décalage circulaire, il se dit, le truc c'est, on se rend compte que c'est la merde là. Tous ces bits qui sortent et qui entrent. Donc le but du jeu, c'est de prendre ce 1 et de le mettre là. Ah, c'est ça le décalage circulaire. C'est le fait de se dire, j'arrête de considérer que je remplis avec des zéros, j'arrête de considérer que je perds des bits. C'est les bits qui dépassent d'un côté, je les remets de l'autre. Comme ça, c'est circulaire et tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est vraiment le but du décalage circulaire. Donc, décalage circulaire à gauche. Donc, il est proposé une stratégie. Je crois bien que les deux seront codés ensuite. Donc, pour décaler x de n crans vers la gauche, on commence par faire une copie de x dans une variable temporaire. Ok, très bien. Ensuite, on décale TMP de size moins n bits vers la droite. Ensuite, on décale x de n bits vers la gauche et on fait un ou bit à bit. C'est vrai ce mensonge? Alors, c'est une stratégie qui va être fonctionnelle. Alors, est-ce que j'ai suffisamment de quoi écrire ici? Je ne sais pas. Le mieux, c'est de faire un exemple. Alors, je vais faire un exemple ici. Je vais dire que x, ça va être x. Ah non. Est-ce que je vais pas prendre des lettres? Je vais essayer de prendre des lettres. Ouais, mais ça va être d'une mocheté. Parce que j'écris tellement bien avec mon gros mythe là. A, B, C, D. Alors je vais prendre un char. E, F, G, H. Donc voici 8 bits. Ceci c'est X. Ok. Voici X. X est composé de 8 bits. Donc je vais dire N. Je vais prendre 3. Et comme je suis quand même sur un octet, donc size, pour moi c'est 8. Parce qu'ici c'est marqué size bit. Donc le size of d'un char c'est 1, mais comme il y a 8 bits dans un octet, voilà. Donc size moins 1, ça va valoir 5. Ok. Donc, je reprends. Il me demande de dire que TMP c'est une copie de X. Ok, donc TMP ça vaut X. Et je décale TMP de size moins N. Donc size moins N, j'ai dit que ça allait faire 5. Ça allait faire 5 size moins N. Parce que 8 moins 3, il paraît que ça fait 5. C'est vrai ce mensonge? Et je le décale vers la droite. Ok, donc là je vais faire entre guillemets, je vais faire X décalé de 5. Hop. Voilà. Incroyable. Ok, donc si je pars de A, je décale A de 1 cran, 2 crans, 3 crans, je suis sous le D, 4 crans, 5 crans, je suis ici. Ok. Alors si tout va bien, je me suis arrangé pour que ça remplisse avec des zéros. Parce que j'ai travaillé sur un type unsigned, et j'ai pas ce truc de savoir si c'est 1 ou 0, voilà. Donc ensuite j'ai A, B, C. Alors là je pourrais dire je vais écrire D maintenant. Ah oui, mais les bits de poids faible sont perdus. Et si j'ai décalé de 5 crans, là j'ai perdu 5 bits de poids faible. J'ai perdu D, E, F, G. Maintenant je décale X de N bits vers la gauche, donc de 3 crans. Donc je fais X décalé de 3 crans. Alors le décalage à gauche est beaucoup moins problématique. Parce qu'on sait qu'il introduit 3 zéros. Il introduit 3 zéros quoi qu'il arrive. Qu'on soit unsigned ou pas signed. Et donc après, qu'est-ce qu'il y a? En fait, les 3 zéros ont poussé le H, ont poussé le G, ont poussé le F, ont poussé le E, et ont poussé le D. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe pour ABC? Les bits de poids fort sont perdus dans un décalage à gauche. Donc ABC, ils sont perdus avant le D, quoi. Et qu'est-ce qu'il faut faire à la fin, une fois qu'on a les deux? Il faut faire un ou bit à bit. Voilà, donc si vous faites un ou bit à bit, 0 ou D, je vous assure que 0 ou D, ça vaut D.
0 ou E, ça vaut E. 0 ou F, ça vaut F. 0 ou G, ça vaut G. 0 ou H, ça vaut H. A ou 0. Bah, A ou 0, si A est vrai, ça fait vrai et faux, c'est vrai comme A. Si A est faux, ça fait faux et faux, donc c'est faux comme A. Donc dans tous les cas, ça vaut A. B ou 0, dans tous les cas, ça vaut B. Et C ou 0, dans tous les cas, ça vaut C. Donc finalement, la stratégie est fonctionnelle. Oh là là, c'est quand même d'une dégueulasserie là. Ben mais attendez, j'attends que votre ami Blancaer il m'achète un stylet là. Il a même pas voulu me donner la fibre et un stylet avant de me confiner. Sinon, ça aurait été technologiquement plus avancé. Mais disons que l'algorithme, même si c'est dégueulasse, l'algorithme est fonctionnel. Je suis d'accord avec cet algo. Ça va fonctionner. Incroyable. Donc je suis d'accord avec l'algo, je regarde le code source. N est égal à N modulo charbit. Alors modulo 8, alors pourquoi modulo 8? Parce que si vous faites un décalage circulaire de 8 crans, vous retombez sur vos pattes. En fait, un décalage circulaire, il dépend que du reste modulo 8 de la division. C'est-à-dire si vous décalez de 16 crans, vous faites un tour gratuit, un deuxième tour gratuit. Alors, voilà, quand vous faites des tours gratuits de rond-point, vous n'avez pas avancé, quoi. Alors, vous avez fait un tour, hein, mais vous n'avez pas avancé. Vous savez toujours pas où vous allez. Bah, c'est pareil ici. Si vous faites un décalage circulaire de 8 crans sur une donnée binaire qui compte 8 bits, bah, vous revenez de là où vous êtes parti. Donc celui-là, ce modulo 8, il est pour éviter de faire des choses qui servent à rien. En dessous, j'ai le unsigned char TMP qui est égal à petit x, c'est la donnée pointée par C, parce qu'ici j'ai un pointeur, hein, unsigned char étoile. Donc la donnée pointée par C qui va être décalée de 5, c'est-à-dire de... Enfin moi je dis 5 parce que j'ai pris 8 moins 3 tout à l'heure. Hein. Donc ça c'est vraiment le décalage à droite. Et ensuite qu'est-ce qui se passe? Donc là, la nouvelle... qu'est-ce qui se passe ici? La nouvelle valeur pointée, ça va être égal à l'ancienne valeur pointée décalée de 3 crans vers la gauche, ou bit à bit, le truc que j'ai stocké juste au-dessus. Donc c'est bien l'algorithme que j'ai décrit il y a 2 secondes. Hein. Simplement, voilà, ça évite d'avoir trop de variables locales. Et puis, ici, comment opère cette fonction? Cette fonction, elle prend en argument un pointeur vers un octet et elle met à jour la valeur pointée. C'est comme ça que le décalage circulaire est opéré. Incroyable! Ok, donc décalage circulaire à droite, je vais pas faire les mêmes dessins, machin chose. Globalement, il y a plusieurs manières de le coder. On peut même coder le décalage circulaire à droite avec un décalage circulaire à gauche. C'est-à-dire, simplement, on va changer de sens. C'est-à-dire que, entre guillemets, on sait que quand on fait 8, on revient sur ses pattes. Donc, partir de 3 crans vers la gauche, sachant que faire 8 tours, c'est revenir sur ses pieds. Donc, partir de 3 crans dans un sens, c'est comme partir de 5 crans dans l'autre. Et réciproquement. Donc entre guillemets, ici, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'il se passe exactement ça. Shift circular right, donc voilà, le décalage circulaire à droite, ça va être égal à quoi? C'est un décalage circulaire à gauche, mais la seule chose qui est faite, c'est qu'il y a une symétrie, c'est que, entre guillemets, ici, si vous prenez charbit moins n, tout à l'heure j'avais 8 moins 3, donc décaler de n crans à droite revient à décaler de 8 moins n crans à gauche. Extrêmement bon, c'est une bonne astuce. Alors par contre attention, voilà, donc ça c'est un problème, je l'ai testé sur ma machine, alors c'est une machine qui avait aussi un processeur de la i3, i5, i7 family, hein. Donc c'est Perceval, c'est pas, là c'est Bayer, donc bon, donc c'était un autre PC, mais c'était un PC qui avait exactement la même architecture. Le problème que faisait cet ordinateur, c'est qu'il m'introduisait des moins 1. Ici, regardez bien, vous avez un 1 en tête. Et ce qui s'est passé quand il a fait le décalage circulaire pour passer de là à là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a dû prendre cette donnée-là, cette gentille donnée, et quand vous faites un décalage ici circulaire sur la gauche, parce que celui-là, c'est quand même un décalage circulaire sur la gauche qui est opéré ici. Quand vous décalez circulairement sur la gauche cette donnée-là, vous devez, première chose, vous décaler d'un cran de ce côté-là. Voilà, 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 voilà,
Alors là, on s'en fiche. Mais pour terminer le décalage circulaire sur la gauche, il faut décaler de 7 crans, c'est-à-dire 8 moins 1. Il faut décaler de 7 crans de ce côté-là. Alors quand vous prenez cette donnée ici, là, je prends cette donnée ici et je la décale de 7 crans. Donc, en gros, je pourrais croire que ça va me faire, j'ai envie de faire 7x et de mettre un 1 ici. Ben non, le problème c'est que moi, mon ordinateur, il s'est dit, comme il y a un 1 en bit de poids fort, il a fait ça. Il a fait ça, il a mis des 1 partout. Il a mis 7 1 avant de mettre le bit de poids faible qui est ici. Ça, c'est l'ancien bit. Ça, c'est celui-là. Hein. C'est celui-là qui a été décalé de 7 crans. Voilà. Et il a introduit, le vilain, il m'a introduit 7 1. Ici, ils sont tous là. Quand il introduit ces 7 1, ah bah là, c'est le bug non documenté. À quoi correspondent ces 7 1 ? Ils correspondent au fait que on termine par un OU. Ici, hein. Comme on termine par un OU, si vous introduisez des bits qui valent 1, on ne peut plus les enlever, ces bits qui valent 1. C'est terminé, parce qu'on termine par un OU. Donc bon, bah voilà, hein, c'est comme ça. Si on se fait avoir, ça change vraiment les valeurs. Et là, on n'est plus sur un décalage circulaire. Hein. C'est là maintenant, on peut plus les virer. Ils sont là ad vitam aeternam. Hein. Donc bon, bah oui, bah faut faire attention. Faut faire ça sur des unsigned chars. Vaut mieux pas faire ça sur des chars. Ici, quand vous voyez unsigned char, ça c'est safe. Pour obtenir ce comportement-là, vous enlevez unsigned et vous recopiez les fonctions. Bah oui, il se passe des choses qui sont plus dans le manuel. Parce que le langage C n'a pas spécifié ces choses-là. Ah! Donc on en arrive un peu sur de la détection. Oula, le kawa. Un bunga ou un zaki. Un kawa. Alors, un bit tout seul. Le énième bit à 1 en partant de 0, les autres à 0. Donc le but du jeu, c'est de définir des puissances de 2. Pour définir une puissance de 2, qu'est-ce qu'on fait ? Et ben en fait, on utilise un chiffre qui a qu'un seul bit qui vaut 1, et on promène ce bit. Alors ici, c'est le cas de 1. Le chiffre 1, bah, toutes les puissances de 2 valent 0, sauf le bit de poids faible, il vaut 1. Bah, super bien. Donc si je décale ce bit, je vais commencer à définir les puissances de 2. Donc par exemple ici je suis toujours sur un char, c'est-à-dire je suis toujours avec 8 bits. Si je prends un unsigned char, je le décale de 0, bah ça fait toujours 2 exposant 0, et 2 exposant 0 ça vaut toujours 1. Hein, voilà. Et 0 exposant 0, voilà, égale. Voilà. Et si vous êtes algébriste, vous direz non mais ça vaut 1, arrêtez vos conneries. Hein, arrêtez vos conneries. Ah, voilà. Alors le bit à 1 ici, 1 décalé de 1, oui ok, donc ça c'est 2, très bien. Etc. Donc après 4, etc. Et puis le dernier, 128. Oh, incredible. Bon voilà, donc c'est 1 décalé de 7 fois vers la gauche. Bon, donc ça c'est vachement important parce que ici en fait, ça c'est un masque. Ça c'est un masque. Ça c'est un masque. Alors qu'est-ce que c'est qu'un masque ? Un masque c'est un truc qu'on met sur son visage et qui a des trous. Il y a des trous, pour les yeux au moins. Ben là, entre guillemets, si vous regardez ces 3 masques binaires, c'est des masques à un trou. Ça, c'est un masque à un trou. Ça, c'est un masque à un trou. Ça, c'est un masque à un trou. Tout le reste est bouché. Et les masques, c'est très utile pour extraire de l'information. Donc, comment je teste, par exemple, le énième bit d'une donnée binaire ? Et ben, pour tester le énième bit d'une donnée binaire, je prends un masque à un trou et je regarde le bit. Donc ici, je fais un et bit à bit entre quoi ? Entre la valeur binaire à tester et le masque à un trou, dont le trou est en énième position. Parce que ce n, ça va être la position du trou. Voilà, c'est la position du seul bit qui vaut 1. Ah, position. Oh là 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 là. C'est une souffrance incroyable d'écrire à la souris. Bon, donc, application, comment je fais pour afficher en binaire ? Bah, je l'ai dit, j'ai dit malheureusement le langage C ne supporte pas le %B. C'est-à-dire que le printf %B, bah, c'est mort. Il n'y a pas de printf %B. Bah, la seule manière de faire un affichage en binaire, exactement comme le bin de Python 3 que j'ai utilisé tout à l'heure, c'est de le coder soi-même. Et comment on le code soi-même ? On le code avec un et bit à bit et un masque binaire à un trou. Donc ici vous avez void. Donc ça, voici une fonction qui, on espère, elle fait des effets de bord. Parce que si elle ne fait pas de l'affichage et des effets de bord, elle va rien faire. Elle retourne rien. Donc print bin du char A.
Ah, donc là, un char, c'est pas très safe, hein. On a dit qu'il va aller travailler sur des unsigned. Ah bon, ok, très bien. Donc int i, for i est égal à charbit-1, i supérieur ou égal à 0, i moins moins. Donc charbit-1, j'ai l'impression que ça va faire 7, hein. C'est-à-dire 8 moins 1. Et puis comme là, il y a 0 inclus, donc de 7 à 0 inclus, ça fait bien 8 bits. Ok. Et qu'est-ce que je fais ici? Alors, j'affiche un caractère, %C. Ce caractère, ça va soit être, là c'est le char 1, là c'est le char 0. Donc pourquoi ce sont des chars? Parce qu'ils sont entre simple quotes. C'est-à-dire il y a des apostrophes autour, ce sont des chars C. Ce ne sont pas des chaînes de caractères, c'est pas double quote, hein, c'est des simples quotes. Donc qu'est-ce qui va afficher? Donc ici on a une ternaire. Donc on calcule A et bit à bit, le masque binaire où le 1 est en ième position. Donc on va commencer par la 7e position, c'est-à-dire qu'on va regarder tout d'abord le bit de poids fort qui va être porté par 128. Et puis si ce bit-là, si le et bit à bit retourne 1, c'est-à-dire si cette chose est non nulle, c'est que le bit en position i de A était non nul. Donc ça veut dire que ce bit valait bien 1. Si ce if, parce que ça je rappelle, cette ternaire c'est un petit if, si ce if retourne faux, et bien à ce moment-là, c'est que le bit en position i devait valoir 0, donc j'affiche 0. Donc là, je fais un main, je teste ma fonction dégueulasse sur 79, et je fais return 0. Donc qu'est-ce qu'il me dit 79? Il me dit, ok, c'est sur un char, 79 c'est égal à 64, alors je vais plutôt partir de là, 1 plus 2 ça fait 3, 3 plus 4 ça fait 7, 7 et 8 ça fait 15, 15 et 64, ça fait 79. Ok, je suis d'accord avec ce calcul. Et alors, paranoïa maximale, on a dit 79, voilà, merci Python 3, toi tu supportes le %B, voilà, ah ben j'obtiens bien le même résultat. Alors vous allez dire, oui mais là il l'a pas fait sur un char, il a rendu que 7 bits. C'est-à-dire il a dit 0B pour écriture binaire, et ensuite il a mis 3 bits et 4 bits. Oui, parce qu'en fait, globalement, voilà, si vous faites ça, ça sera tout petit. Si vous faites ça, ce sera beaucoup plus gros. Hein. C'est la puissance de Python par rapport à la puissance du C, quoi. Mais pourquoi on fait du C, monsieur? Mais parce que, dites-vous que Python a été codé avec du C. C'est entre guillemets, quand j'appelle bin sur Python, les gens qui sont passés avant nous, ils ont pris le langage C et ils ont inventé le langage Python. Hein. Guido, voilà, dites-vous que les primitives, ce sont des décalages. Hein. Sans décalage et sans masque binaire, on ne fait pas de décomposition binaire pour que ce soit humainement visible. Donc, voilà, il faut, pour savoir ce qu'il y a dans l'intérieur, il faut le faire en C. C'est comme ça. Hein. Donc, tester le énième bit, très bien, ça permet de faire de l'affichage. Donc là, une fois qu'on a fait un test, maintenant on a envie de faire une affectation. C'est-à-dire qu'on veut forcer un énième bit à valoir 1. Alors comment on force un bit à valoir 1? Eh bien il suffit de faire un ou inclusive entre la valeur attestée et un masque à un trou. Donc le masque à un trou, c'est toujours le truc qui vaut 1 quelque part et que des zéros ailleurs. Voilà. Alors, en gros, si vous faites un ou bit à bit entre cette donnée-là et des trucs au-dessus, le bit qui est ici, si vous faites un ou bit à bit, quelle que soit sa valeur, après il va valoir 1, parce que ça va faire n'importe quoi ou vrai. Mais n'importe quoi ou vrai, c'est vrai, donc le bit va passer à 1. Donc comment on force la valeur d'un bit à valoir 1? On fait un ou inclusif entre la valeur à modifier et un décalé. Donc là c'est la fonction, elle s'appelle setBit. Elle prend en argument une donnée pointée et le bit, la position du bit qu'on veut affecter. La nouvelle donnée pointée est égale à l'ancienne valeur pointée ou bit à bit, masque binaire décalé sur la position bit. Voilà, c'est exactement ce qu'on disait au-dessus. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? On prend le caractère 79, on affiche en binaire 79, on affiche un binaire 1 décalé de 5 crans, on appelle la fonction setBit qui est ici, là. On l'utilise en affectant le 5e bit de la variable C, voilà, et ensuite on réaffiche C.
Donc C79, il valait ça. J'affiche 1 décalé de 5 crans, donc 1 décalé de 0, décalé de 1, décalé de 2, décalé de 3, décalé de 4, décalé de 5. Donc je valide ce décalé de 5. Je fais un ou bit à bit. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un nouveau bit qui vaut 1. En fait, finalement, ici, c'est comme si j'avais rajouté quoi? C'est comme si j'avais rajouté 32. C'est comme si j'avais fait plus 32. Parce que la composante selon 32 valait 0. Voilà. Donc, voilà, incredible. Bon, alors comment on force un bit à valoir à 0? Alors pour faire un bit qui vaut 0, on veut pas un masque qui vaut 1 quelque part et 0 partout. On veut un masque qui vaut 1 partout, mais à un seul endroit il vaut 0. Donc là c'est un masque qui a des trous partout, sauf à un seul endroit où il n'y a pas de trou. Et je fais un et. Donc l'idée ici, c'est que je vais avoir un truc qui vaut 0, et dans tout le reste il va valoir 1. Voilà. Alors, donc il y a des 1 partout en dehors, donc voilà. Alors comment je fais un masque comme ça? Je fais un masque comme ça avec le complément à 1. Ce truc qui va remplacer, ça c'est un masque à un trou. Et ça, à l'inverse, une fois que je fais le complément à 1, c'est un masque qui a des trous partout sauf à un endroit. Ouais. Et si je prends les données avant, si je fais un et bit à bit, quelle jolie esperluette. Voilà. Si je fais un et bit à bit, x est faux, c'est faux. Y est vrai, si y est vrai, c'est vrai. Si y est faux, c'est aussi y, c'est faux. Voilà. Donc voilà, c'est juste ça l'idée de l'algo. Hein. C'est toujours pareil, quoi. Hein. Donc là, même truc de test. Je prends 79, je prends le masque avec des trous partout sauf à un endroit, et derrière j'affiche. Donc on voit ici que les trous sont partout sauf en position 2. Donc qu'est-ce qui se passe? Ce bit il valait 1 avant, ce bit il passe à 0. Voilà. Donc c'est ce qui était voulu. On voulait mettre le nème bit à 0. Ici j'ai mis le deuxième bit à 0. Alors je dis le deuxième bit, attention, le bit de poids faible, c'est le 0e entre guillemets. Hein. C'est toujours pareil. Hein. Étant donné que quelque chose exposant 0 vaut 1, voilà, décalé de 0, c'est resté sur le poids faible. C'est incroyable. Donc ça c'est mettre le nème bit à 0, affecter le nème bit. Donc là on vous propose deux solutions, hein. C'est toujours un peu la même chose. Hein. Première méthode, je mets à 0 ou 1 en fonction de la valeur, donc je fais une véritable affectation en utilisant les fonctions setBit et unsetBit de tout à l'heure. La méthode 2, c'est quoi qu'il arrive, je mets à 0, et ensuite, je fais un ou bit à bit avec le bon masque qui va bien. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la première version qui s'appelle set. Voilà. Alors qu'est-ce que fait la première version? Elle veut affecter la valeur value au bit en position bit à l'intérieur de la donnée pointée par ce pointeur. Donc si valeur vaut 1, c'est-à-dire si on veut affecter 1, on appelle setBit pour que le bit en position bit sur le pointeur C passe à 1. Sinon, on appelle unsetBit. Ok, le coût est régulier. Voilà. Maintenant, quelle est la deuxième stratégie? La deuxième stratégie, c'est quoi qu'il arrive, je mets le bit à 0, et ensuite je dis, maintenant que le bit est à 0, la nouvelle valeur pointée sera l'ancienne valeur pointée, mais je fais un ou bit à bit avec un masque qui dépend de la valeur. Si valeur vaut 0, tout ce masque binaire, ça va être le masque binaire sans trou complètement trivial. C'est-à-dire qu'il ne va rien faire. Et étant donné que j'ai mis à 0 et que je voulais mettre un bit à 0, c'est normal que je ne fais rien. Par contre, si value vaut 1, j'ai commencé par mettre le bit à 0, mais ici, ce masque, il va être non trivial, parce que ça va être 1 décalé de position bit. Donc là, ça va bien remettre le bit à 1. Donc les deux stratégies, elles reviennent, mais franchement, strictement aux mêmes, quoi. On ne peut pas dire set est mieux que set2 ou l'inverse. Les deux contiennent un if. C'est-à-dire celui-là il a un if ici, celui-là il a un if ici. Ah ouais, mais bon, quelque part les deux ont un if. Hein. Je sais pas. Alors celui-là effectivement on voit moins le if, parce que le if il est caché là-dedans. Je sais pas. Mais les deux, je pense que si on faisait vraiment des benchmarks, à mon avis, les deux doivent s'exécuter à peu près en même temps, à la même vitesse.
Voilà, donc drapeau. Designer des drapeaux et des constantes qui servent de masque. Donc comment on fait des drapeaux? On peut faire des drapeaux avec les puissances de 2. Ici, vous avez des gros dièse define dégueulasses. Donc ça, c'est le masque qui vaut 1 et des 0 partout. Hein. Voilà, ça c'est le premier masque. Voici un deuxième masque. C'est le masque qui se termine comme ça, et puis il y a des 0 partout. Et puis un troisième masque. Ce masque, il se termine par, il y a des 0 partout, sauf ici, etc. Donc à quoi ça sert les masques? Les masques, ça permet de mettre plein d'informations dans une même variable. C'est-à-dire, normalement, là, vous devez être au courant qu'en C, les booléens n'existent pas. Il n'y a pas de booléen en C. Il n'y a pas de type booléen dans le langage C. Il y en a qui en utilisent dans le C++, par exemple, mais en C, il n'y a pas de true or false. En C, toutes les variables entières sont des booléens. C'est-à-dire les chars sont des booléens, les shorts sont des booléens, les int sont des booléens, les long int sont des booléens. Tout est booléen. Tous les types entiers sont booléens. Donc c'est normal qu'on n'en ait pas rajouté. Et si je prends un char ça peut être un booléen, donc le char 0 c'est faux, tous les autres chars c'est vrai, très bien. Mais quelqu'un va dire, mais oui, mais comme size of char vaut 1 et qu'il y a 8 bits dans un octet, en fait dans un char j'aurais pu mettre 8 booléens. C'est exactement ce qui se passe ici. Ici par exemple, quand on voit 1, 2, 4, 8, le but du jeu c'est de mettre 4 booléens dans un char. Donc ici vous avez un set flag qui affecte le bit à 1 sur le flag, soit initial, soit final, soit accessible, soit coaccessible. Voilà, ça c'est des gens qui ont fait des automates, ça pue les automates. Voilà, là vous avez un unset flag. C'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que ça va forcer un bit à valoir 0. Donc unset c'est pour descendre un drapeau, set flag c'est pour lever un drapeau, et pour savoir si un drapeau est debout ou couché, on utilise le fait que les entiers sont des booléens. Donc C et bit à bit le flag, c'est quelque chose qui est non nul si le bit qui correspond au drapeau est non nul, et c'est quelque chose qui vaut 0 si le bit qui correspond au drapeau valait 0. Donc ça permet entre guillemets de coder plus d'informations dans une même variable. Voilà, donc c'est bon, ça dépend de ce que vous codez, hein, c'est pas... Aujourd'hui, on n'a pas des besoins de mémoire incroyables. En 1970, c'était très 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 intéressant de pouvoir coder 8 informations dans un char. Aujourd'hui, on a tellement des gigas et des gigas de RAM que nos ordinateurs, ils rigolent. Ils sont même si on utilise un truc sur 64 bits pour un booléen, et quand on a des gigas de RAM, c'est pas bien grave, quoi. Mais bon, c'est comme ça, quoi. Hein. Après, voilà, la planète, tout ça, chaque octet compte, hein. Voilà, comment je fais des masques? Voilà, mais même si le sieur Giraudot il veut pas trop, il est discret, mais dites-vous que il propose, je crois, d'ailleurs vous l'avez cette année là, il y a un TP sur le problème des 8 dames, un TP que j'ai joyeusement volé au sieur Giraudot. C'est une manière d'essayer de faire des masques binaires sur 64 bits. Et un masque binaire sur 64 bits, typiquement ici vous avez un échiquier, donc un échiquier c'est 8 par 8, si vous mettez un cavalier ici, un cavalier il va menacer ces choses-là, donc vous mettez des bits à 1 dans votre unsigned long int qui vaut 64 bits, vous laissez les autres bits à 0, et vous allez très rapidement pouvoir coder par exemple quelle pièce menace quelle pièce, ou carrément pouvoir définir des fonctions de fitness sur vos plateaux, quelles sont les positions dominantes, les positions moins dominantes, enfin bon, pour quelqu'un qui va vouloir coder une IA d'échecs, alors là par contre, franchement là c'est très violent, hein. Moi je suis pas assez bon aux échecs pour faire une bonne IA d'échecs, hein, malheureusement, hein. Mais il a une Cotello aussi, le sieur Giraudot. On l'a vu exploser des gens sur internet, on se marrait bien dans le bureau. Alors Chantebit, on va oublier. Hein. Chantebit, c'était important en 1970. Aujourd'hui, dites-vous que c'est juste pour avoir à l'intérieur des variables entières, pour avoir des champs plus petits. Mais c'est plus vraiment utilisé. Il y en a dans le noyau Unix parce que c'est pratique, parce que ça permet de compacter l'information. Ça permet typiquement les droits des fichiers Unix sont probablement codés avec des champs de bits,
parce que pour avoir des droits, je vous rappelle les droits, la read, write, execute, il suffit de manipuler des petites données binaires sur des petites tailles, mais c'était très utilisé il y a 50 ans. Le truc, c'est que en fait les variables n'ont plus d'adresse, ça devient très tricky. Donc voilà, si vous êtes curieux, vous pouvez lire là, voilà, comment on fait un champ de bits. Un champ de bits, ça consiste juste à faire 2 points en entier pour préciser le nombre de bits que vous allez utiliser dans le char. Sachant que vous pouvez faire des champs de bits sur des chars, des shorts, des int et des longs. Voilà. Mais bon, moi j'irai pas plus loin. On n'en fera pas en TP, ça, c'est vraiment de l'overkill. Dans tous les TP qui sont proposés, on n'a jamais un besoin de compacter l'information pour descendre jusqu'au champ de bits. Voilà. Et les champs de bits, c'est un peu tricky à manipuler. Donc entre guillemets, sauf si dans quelques années vous voulez décoder le génome ou je sais pas quoi, n'allez pas vers les champs de bits. C'est-à-dire là, ça sera trop de l'overkill. Si vous voulez décoder le génome, je vous rappelle ATGC, là les bases azotées, je sais pas quoi, vous pouvez les encoder sur 2 bits. Donc ça peut être pratique dans ce cas-là. Mais on fera pas ça cette année. Voilà, donc champ de bits, passons à la suite. Portabilité des bits. Donc ça c'est un petit détail technique. C'est quand on est sur quand on a une paranoïa ultra aiguë. Si on a une paranoïa ultra aiguë, c'est-à-dire qu'on ne sait pas les size of et compagnie, vous pouvez faire un dièse include de stdint.h, et dans stdint.h, vous avez des types qui sont mortellement précis. Voilà, ils sont là les types. Hein. Mais oui, ils sont beaux. Ils sentent bon le sable chaud. Voilà, donc int8 underscore t, c'est sur 8 bits et c'est signé. uint8 underscore t, c'est unsigned parce que ça commence par un u et c'est sur 8 bits. Donc entre guillemets, ça c'est char, ça c'est short, ça c'est int et ça c'est long int. Voilà, sur nos machines actuelles. Et puis quand il y a un u, bah c'est unsigned, et quand il n'y a pas de u, voilà. Donc là c'est vous êtes paranoïa totale, vous avez trop peur que les size of changent d'une machine à une autre. Si vous utilisez ces types définis dans stdint, donc dans 99% des cas c'est de l'overkill, il existe des use cases où il est utile d'avoir ces types-là parce qu'au moins on est sûr et certain de la taille de quelle que soit la machine qui va le compiler. Ouais, bon voilà, c'était la paranoïa. Bon, alors maintenant on fait des tableaux de bits. Alors qu'est-ce que c'est les tableaux de bits ? L'objectif c'est de faire des tableaux mais énormissimes de bits. Je sais pas, un tableau de 4000 bits. Alors comment on fait un tableau de 4000 bits ? Eh ben on peut en stocker 8 par octet. Et c'est pour ça qu'on va avoir des divisions. Voilà, donc 4000, 4000, c'est un multiple de 8, oui, parce que 1000 est un multiple, non, 4000 est un multiple de 8. Alors, pourquoi ? Oui, c'est vrai, parce que c'est au moins un multiple de 4, parce qu'il se termine par 0, 0, mais en plus c'est pair devant, donc c'est au moins un multiple de 8. Alors, pour coder n informations, entre guillemets, pour coder n booléen, vous avez besoin de n divisé par 8 octets, plus 1 si le reste est non nul. Ah oui, voilà. Alors après, tous les bits vont peut-être pas vous intéresser, mais voilà. Là, si je veux coder n informations, j'ai besoin d'un tableau de n divisé par 8 chars, plus est-ce que le reste est nul à la fin. Donc cette chose-là est nulle, cette chose-là ici, elle est nulle, si j'étais un multiple de 8. Et si je suis un multiple de 8, ben, n divisé par 8, il y a tout ce qu'il faut dedans. Si le reste est non nul, ben, il me faut un octet supplémentaire qui ne va pas être entièrement utilisé. Voilà. Alors comment j'accède au nème élément ? Bah là il n'y a pas de crochet. Hein. Ça va pas aller de crochet 0 à crochet n-1. Eh non, ça va être beaucoup plus merdeux que ça. C'est qu'il va falloir faire un crochet n divisé par 8 et ensuite il va falloir décaler les bits à l'intérieur de l'octet et il va falloir faire un décalage de n modulo 8. Donc ça va être un merdier incroyable. Mais c'est possible. Techniquement, rien ne vous empêche de coder n informations sur n divisé par 8 octets, plus 1 s'il y a un petit effet de bord qu'on n'est pas multiple de 8. Incroyable.
Alors, à quoi ça sert d'avoir des trucs d'avoir des tableaux de booléens énormes? En fait, globalement, si vous réfléchissez un petit peu, tout ce qu'on a fait, c'est-à-dire tous les opérateurs bit à bit du langage C, c'est exactement la théorie des ensembles. C'est-à-dire, le 1 va correspondre à le chiffre appartient à l'ensemble, et le 0 va dire le chiffre n'est pas dans l'ensemble. Donc si vous voulez représenter des ensembles, vous prenez des énormes tableaux de booléens, l'intersection, c'est un et bit à bit. Parce que je suis dans l'intersection A et B, si je suis dans A et si je suis dans B. Donc si les deux bits valaient 1. Je suis dans l'union si je suis soit dans A, soit dans B. Et puis, entre guillemets, soit les deux. Mais il faut au moins que je sois dans A, ou au moins que je sois dans B. C'est exactement ce que fait un ou bit à bit. Si vous voulez, par exemple, le complémentaire d'un ensemble, vous allez faire un complément à 1. C'est-à-dire les ensembles qui étaient dans... Ça, c'est A complémentaire. Hein. Alors, je sais pas, il y en a peut-être qui le notaient comme ça, A complémentaire. Il y en a qui font aussi A bar. A bar, c'est pas mal. Donc, entre guillemets, tous les éléments de A qui étaient dans A, ils avaient le bit à 1, ils vont se retrouver à 0, donc ils vont plus être dans A. Donc, entre guillemets, on a A plus A bar qui est égal à tous les nombres possibles qu'on était en train de considérer. Sachant qu'on a dit qu'on était sur des vecteurs de n booléens. Donc, on est sur des ensembles, des sous-ensembles de 1n, entre guillemets. Comment on teste l'inclusion ? L'inclusion, c'est quoi ? Si A et B est égal à A, c'est que A, ça c'est complètement équivalent à dire que A est inclus dans B. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Celui-là, A et B, c'est des éléments qui sont à la fois dans A et dans B. Voilà. Donc là, si je suis à la fois dans A et dans A, ça revient à être dans A. Ça veut dire que tous les éléments de A sont dans B. Voilà, donc A est inclus dans B. Voilà, c'est incroyable. Ici, vous voulez faire un A-B. Alors moi, j'aurais tendance à mettre des parenthèses. Je pense que le tilde unaire est prioritaire sur l'opérateur bit à bit binaire. Parce que les opérateurs unaires sont souvent prioritaires sur les opérateurs binaires. Mais j'aurais tendance quand même à mettre des parenthèses parce que je vais trouver ça plus lisible. C'est-à-dire c'est A et bit à bit tilde de B. Voilà, incroyable. Donc entre guillemets, théorie des ensembles ou masque binaire, ça revient exactement au même. C'est la même chose. Les deux théories sont bijectives l'une de l'autre. Faire l'un ou faire l'autre, ça revient au même. C'est incroyable. Donc voilà, ici vous avez une fonction pour représenter les caractères AZ, grand AZ et 0,9. Je vais passer rapidement là-dessus, là. Parce qu'on en arrive à quelque chose de monstrueux. Là c'est monstrueux. Ça il faut que j'en parle un petit peu quand même. C'est les entrées-sorties bit à bit. C'est-à-dire, on imagine qu'on veut sauvegarder un certain nombre de bits dans un fichier. Et là, par contre, alors là, ça fait très mal. Pourquoi ? Parce que un fichier, ça a une taille en octets. C'est-à-dire, un fichier, ça contient un certain nombre d'octets. C'est-à-dire, un fichier, ça ne peut contenir qu'un nombre multiple de 8 bits. Un fichier ne peut pas contenir 43 bits. C'est impossible. Pourtant, il y a quand même des cas pratiques où on a envie de sauvegarder 43 bits. Et pas 40. Et pas 48. On veut vraiment sauvegarder 43 bits. Et donc il faut une stratégie, il faut élaborer une stratégie pour pouvoir faire des entrées-sorties bit à bit dans les fichiers, quel que soit le nombre de bits. Et là, ça devient quand même très difficile. Voilà, donc voici une structure qui s'appelle ici buffer de bits, il ne manque pas de O. Donc il y a un unsigned char petit c, donc ça entre guillemets, c'est un buffer de taille 8. Ça c'est un buffer de taille 8. Parce que je peux stocker 8 bits dans ce buffer. Voilà. Et là, donc ça, si c'est la position du prochain bit, c'est un truc qui va aller de 0 à 7 inclus. Ouais, 0 à 7 inclus, ça paraît tout à fait naturel. Donc, au début, quand ça vaut 0, c'est que le buffer est vide. Quand ça monte à 7, c'est que le buffer est plein. Ou inversement, je pars de 7 et je décrémente vers 0. Toutes les stratégies sont raisonnables. Une fois qu'on a choisi une convention, il faut juste s'y tenir de A à Z.
Donc à sauver et initialiser quand on écrit 8 bits, ordre de remplissage des bits au choix, poids fort vers poids faible ou l'inverse, voilà, si vous choisissez une convention, gardez-la du début à la fin, sinon vous allez au-devant de graves déconvenus. Voilà, donc ici on a une fonction writeBit. Il n'y a pas un dessin avant? Non. On a une fonction writeBit. Voilà, donc qu'est-ce que fait cette fonction? Il y a de la doc. Ça ajoute 1 ou 0 dans le buffer, suivant la valeur. Ok? Si le buffer est plein, ça le vide à l'intérieur du fichier et ça le reset. C'est-à-dire le buffer est réinitialisé. Le buffer, il faut qu'il soit initialisé avant la première utilisation de cette fonction. Ok. Donc le buffer est maintenu opérationnel et cohérent quand on utilise cette fonction, mais la fonction suppose qu'on l'a initialisé avec des données cohérentes au début. Donc ça retourne du void, ok. Ça prend en argument un pointeur vers le buffer, ça prend en argument un fichier ouvert, et ça prend en argument 0 ou 1, c'est-à-dire le bit qu'on a envie d'écrire. Donc qu'est-ce que ça fait ici? Je rappelle que ça c'est le buffer de taille 8, c'est-à-dire c'est un char. Ça dit, là, le buffer ou égal, donc là ça c'est atroce ça, ou égal, ça veut dire c'est une affectation étendue avec opérateur bit à bit. C'est-à-dire la nouvelle valeur de B flèche C, ça va être l'ancienne valeur de B flèche C ou bit à bit, cette chose-là. Et qu'est-ce que vaut cette chose-là? Cette chose-là, c'est le premier, ça vaut 0 ou 1, parce que ici on a là, bah voilà, 0 ou 1, parce que c'est le, comment ça s'appelle, le point d'exclamation égal différent de 0, ça va caster vers 0 ou 1. Et ça décale de quoi? Ça décale de B flèche N. B flèche N, c'est la position... Ah, ça a coupé. Ah là 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 là, ça a coupé. Quelle tristesse. Et là, non, ah, ça coupe plus. Ah, ça coupe ou ça coupe pas, là? Faudrait savoir. Là, c'est vert, hein. Parce qu'hier, j'ai dû restart. Là, il est en train de me dire qu'il faut pas restart OBS. Bon, c'est Xavier, là. T'es en train de m'augmenter l'upload ou quoi, là? Qu'est-ce que tu fais, Xavier, là? Ah là 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 là. Bon, il faut comprendre qu'à 10h08 du matin, il y a des gens qui doivent se réveiller dans le quartier. Ils commencent à tirer un peu de l'upload sur la... 775 kilobits seconde. Bon, alors, je vous dirais, c'est très technique. C'est très technique. Alors, je vais pas me lancer dans une explication totale avec ces coupures monstrueuses. C'est très technique. Si vous voulez le lire, il n'y a pas de problème. Je vais le faire très rapidement. Donc, ça va être un peu indigeste, hein, mais vous pouvez le lire, le revisionner autant de fois que vous voulez. Ça insère le bit dans le buffer. Ça met à jour la tête de lecture en disant que le prochain bit libre est un cran plus tôt. Si le prochain bit libre tombait à -1, c'est que le buffer est plein. Si le buffer est plein, on vide le buffer en écrivant dans le fichier. Ensuite, on met à jour le buffer en remettant tous les bits à 0 et on dit que le prochain bit libre, c'est le bit numéro 7. Donc entre guillemets, comme on fait des moins, ici la stratégie, ça a été d'aller de 7 à 0 inclus. Voilà. Donc ça, c'est une fonction qui permet de mettre à jour le buffer, d'écrire, elle fait le boulot. Voilà, pour sûr. Pour sûr. N'hésitez pas à la relire et à relire quelle était la définition de C et de N avant. Bon, ça a l'air d'être stable pour le moment. Alors ce qui est surtout important, c'est ça. C'est, vous voulez sauvegarder des bits dans un fichier, mais vous savez pas où c'est que ça s'arrête. Ici, typiquement, les 5 derniers bits, on s'en fiche. Parce qu'on voulait sauvegarder quoi? Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 80. Donc là, il y a 83 bits. Voilà, 83 bits. Donc on veut sauvegarder 83 bits. Super. Super. Mais le dernier octet n'est pas rempli. Parce que là, au final, il me faut 11 octets, mais le 11e octet, il n'est pas utilisé à pleine puissance. Alors, quelle est la stratégie utilisée? Donc, sur le dernier octet, on peut ignorer de 0 si l'octet est plein, c'est-à-dire tous les bits sont intéressants, à 7 bits. C'est-à-dire, si j'avais voulu sauvegarder 81 bits, le dernier octet, j'aurais utilisé un seul bit. Pour coder 8 valeurs différentes, il faut 3 bits.
Ah oui, alors ça c'est voilà. C'est que pour coder 8 valeurs, il faut 3 bits. C'est comme ça. Sur 3 bits, vous pouvez coder tous les nombres de 0 à 7 inclus. Ah oui, et 0 à 7 inclus, c'est exactement ce qu'on a envie d'ignorer possiblement à la fin. Donc en fait, on va réserver les 3 premiers bits du fichier pour encoder le nombre de bits qu'on va ignorer à la fin. Et on va faire des fseek pour se promener dans le fichier et mettre à jour la cohérence du fichier. Donc à quoi ça ressemble? Le dessin est ici. C'est que tout à l'heure là, je voulais sauvegarder mes 83 bits. Alors ces trucs-là, je les sauvegarde en disant que je les ignore. Une fois que j'ai sauvegardé mes 83 bits, parce que je sais que ça s'arrête, je sais pas pourquoi, j'étais en train de faire l'algorithme de Huffman, et je me rends compte ici que c'est fini. Tout à coup, je me dis, ah bah tiens, c'est fini. Et puis là, je me dis, ah bah mince, il me restait 2 bits. Bah qu'est-ce que je vais faire? Bah je vais prendre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Donc 0, ça va être 0, 0, 0. 1, ça va être 0, 0. Ici, je décide d'ignorer 2 bits finaux. 2 bits, 2 sur 3 bits, ça se code 0, 1, 0. Donc je mets 0, 1, 0 à la fin de la lecture. C'est-à-dire à la fin de mon écriture, j'ai ma tête de lecture qui est ici. Je fais un fseek. Je fais un fseek pour remettre ma tête de lecture au début du fichier. Et les 3 bits que j'avais laissés tranquilles au début, bah, je les mets à jour en disant maintenant tu vaux 0, 1, 0. Comme ça, quand quelqu'un va lire derrière moi, il saura dès le début de la lecture combien de bits il doit ignorer à la fin de sa lecture. Voilà, donc voilà, ça c'est l'astuce qui a été choisie par les programmeurs pour. C'est une convention humaine, c'est pas écrit dans le marbre, c'est le bon comportement qu'on observe régulièrement sur des gens qui font des entrées bit à bit sur fichier, des entrées-sorties bit à bit sur fichier. Donc on doit lire les 3 premiers bits, donc ça c'est en mode lecture, en imaginant que quelqu'un a bien respecté cette convention. Quand il passe en mode lecture, il lit les 3 premiers bits, donc il va tout de suite avoir l'information de qu'est-ce qu'il doit ignorer à la fin. Il doit prévoir un mécanisme pour savoir s'il est sur le dernier octet ou pas, parce que s'il est sur le dernier octet, bah c'est là qu'il va utiliser l'information supplémentaire qui sait qu'il doit ignorer des bits. Et il y a 2 moyens de tester cela, soit avoir un octet d'avance qui est très très chiant, soit comparer la position courante et la taille du fichier. C'est-à-dire que là on a besoin de savoir combien il y a d'octets en tout dans le fichier quand on fait des lectures bit à bit dans des fichiers. Alors, je ne sais pas si vous aurez un mini-projet avec le surtapeur sur Huffman, mais quand on fait du décodage de Huffman, on a besoin de cette technologie-là. Hein. Parce que Huffman, on est obligé de tomber au bit à bit. C'est-à-dire la compression de données d'un texte avec Huffman. Ça, c'est du bon algo, ça. Donc on choisit de rajouter des champs à notre fichier. Donc là il y a une structure qui est monstrueuse. Voilà, donc pour aller très rapidement, donc il manque un underscore ici, voilà, et il ne manque pas de haut. Hein. Donc ici, il y a le fichier ouvert. Ici, vous avez le nombre de bits qu'il faudra ignorer à la fin. Ici, c'est la taille totale du fichier. Là, c'est le nombre d'octets qu'on a lu par rapport à la taille totale, typiquement. Ça, c'est le buffer qui contient 8 bits. Voilà. Je sais pas pourquoi je l'écris, sachant que je viens de le dire. Ah, je suis un peu débile, hein. Et là ici, ça c'est la position. Donc la position, la stratégie qui a été choisie, c'est d'aller de 7 à 0. Et une fois qu'on est à 0, on vide le buffer et on le réinitialise. Voilà, ça c'est la technique qui a été choisie sur la fonction qu'on a vue tout à l'heure. Ok. Donc comment on initialise ce buffer? Donc là je suis désolé, je vais aller rapidement. C'est dégueulasse, c'est indigeste. Il y a des flèches, des décalages. Globalement, c'est un truc qu'il faut lire à tête reposée, calmement, parce que chacune des lignes de cette saloperie de fonction, elle commence à faire mal à la tête. Hein. Mais bon, les entrées-sorties bit à bit en fichier, ça fait partie des choses les plus techniques qu'on peut faire dans le langage C. Hein. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? On renseigne le champ avec le fichier ouvert. On positionne le curseur à la fin. On calcule la taille totale du fichier. Si la taille totale du fichier est 0, c'est qu'il n'y a rien à lire. Donc on fait un return 0, c'est terminé, l'initialisation est considérée comme il n'y a rien à faire. Sinon,
on remet le curseur de lecture au début. Ici, on initialise le buffer avec le premier char contenu dans le fichier. Une fois que le buffer est initialisé avec le premier char, on met à jour le fait qu'on a lu un char du fichier. On calcule le nombre de bits à ignorer à la fin en lisant les 3 premiers bits. Comment on lit les 3 premiers bits? Vous vous rappelez, les 3 premiers bits, on avait 0, 1, 0 tout à l'heure, et puis derrière, il y avait 5 bits. Il y avait 5 bits qui suivaient. Les 5 bits, on ne sait pas ce qu'ils valaient. Et bien, on fait un décalage à droite de 5. Pourquoi? Parce qu'en décalant à droite de 5, le 0, 1, 0, il va se retrouver sur le bit de poids faible. Ça va introduire 5 zéros avant. Et donc, ça va donner exactement le nombre de bits qu'il faut ignorer à la fin. C'est très astucieux comme écriture. Et c'est pour ça que c'est dur à lire, parce que c'est astucieux. Et là, qu'est-ce qui se passe? Étant donné qu'on a lu les 3 premiers bits pour savoir le nombre de bits qu'on ignorait à la fin, on initialise la position du prochain bit à lire à 4. Voilà. Donc, désolé pour la rapidité, il est quand même les 17, là, je sais pas. Il y a un cours après, ou il n'y a que moi qui bosse cette matinée? Donc, lecture d'un bit. Lecture d'un bit, donc là c'est la fonction readBit, donc encore une fonction qui va faire très mal à la tête, qui prend en argument le buffer de bits. Donc là ce coup-ci il y a tout dans le buffer de bits, il y a le fichier ouvert, il y a la totale, la structure est monstrueuse. Donc là qu'est-ce qui se passe? Comment je lis ce if? Si je suis au dernier bit et que la position du prochain bit à lire fait partie des bits à ignorer, j'ai fini. Donc je retourne -1. Donc si je suis au dernier octet et que la position du prochain bit à lire fait partie des bits à ignorer, c'est que la lecture est terminée. Sinon, j'initialise V comme étant... Donc ça c'est le buffer de bits, et ça c'est le masque de la position du prochain bit à lire. Donc ça entre guillemets, ça c'est le bit qu'il faut lire. Alors c'est pas exactement le bit qu'il faut lire. Là c'est le bit qu'il faut lire. À la ligne 8, V, il vaut 0 ou 1. Là, V vaut à la ligne 7, V vaut une certaine puissance de 2. À la ligne 8, V vaut 0 ou 1. C'est le prochain bit qu'il fallait lire. Je déplace la tête de lecture pour dire que le Donc là, connexion réussie. Mais pourquoi il me dit connexion réussie? Ça sert à rien de relancer ça, là. C'est mort de chez mort, là. Ça coupe telle la coupure coupée, telle la coupure coupable incroyable. Je ne crois pas à une nouvelle connexion. Bon voilà, donc là, globalement, je sais pas si OBS, il me dit qu'il est de nouveau up, mais donc il restait un slide de toute façon. Je veux pas en dire plus. Il est 10h20 globalement. Je vais plus avoir d'upload parce que les voisins se réveillent, forcément. On était peinard à 8h30, mais là ils se réveillent, il n'y a plus d'upload. Donc sur le dernier slide, vous avez juste une utilisation de ce qui est présenté avant et vous pouvez vérifier que ça fonctionne. Ce qu'il faut retenir, c'est cette stratégie de dire je réserve les 3 premiers bits de mon fichier pour lire la fin. Voilà. Bon allez, ciao et bonne digestion de ce gentil cours sur les opérateurs bit à bit. Allez, à plus tard.